Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde. pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard Sur RTL. Bonjour. À qui attribuer la palme de la répartie? À Christian Clavier ou à Laurent Deutsch? Eh bien, vous serez en état de vous prononcer à 18h. Clavier, qui revient au cinéma avec l'ambition de faire couler à la fois le sang et les larmes, a repeint avec talent l'Auberge rouge. Il estime intéressant de créer un pont entre l'épouvante et le comique. Il avoue avoir longtemps fréquenté un psy, être un bricoleur catastrophique et avoir, au temps où il suivait des études à Sciences Po, conclu un étrange marché avec son condisciple François Hollande. Il trimballait en moto le futur premier secrétaire du Parti socialiste et ce dernier, en échange, lui faisait tous ses devoirs. Il avoue sa fascination pour le Moyen-Âge, pour les canulars, pour les voitures modernes et pour l'actuel président de la République qu'en dépit d'affinités, de proximité et d'amitié, il n'accepterait, dit-il, pour rien au monde, d'incarner à l'écran. Asseyez-vous, monsieur Clavier, et considérez que votre garde à vue commence. Vous savez que c'est à la mode, un petit divertissement. Oui, mais j'ai des fiches devant moi, j'en fais quoi Qu'on reste. Non, parce qu'on m'a donné des fiches, il y a des machins crayonnés. Jean-Pierre Coff a crayonné ça, non? Non, mais c'est vous, les gars, hein, parce que c'est pas non plus... Christian Clavier, que vous reste-t-il de mai 68 et de votre fréquentation des étudiants communistes? Beaucoup de souvenirs formidables, notamment à la fête de l'UMA, où on animait une taverne, la taverne il y a prescription Canterbro, on dit pas ça, mais enfin bon. Et je me souviens, on était à côté d'un podium où il y avait Serge Lama qui passait, là, donc c'était assez intéressant, oui. Il y avait beaucoup de jeunes militantes? Il y avait beaucoup de jeunes militants et de militantes, oui, bien sûr, parce que c'est tout ça, il y a une parité là-dedans, hein. Est-ce que la galanterie à laquelle vous sacrifiez volontiers, en faisant passer les dames avant vous, en payant l'addition du restaurant, n'est pas une vieille tradition machiste? Non, pourquoi? Non. Bon, je vous pose la question. Non, je crois pas. Non, pourquoi vous faites pas ça, vous? Non, vous n'êtes pas du tout macho, vous. Pas du tout. Ah bon? Non, parce qu'ici, c'est truffé de gus qui ne sont pas du tout macho, je crois. Ah non, on est même, on milite pour... on est des militants féministes, disons les choses comme elles sont, hein. Oui, j'écoute de temps en temps l'émission et ça m'a semblé aussi, effectivement. Ouais. Que vous apporte l'art de vivre corse que vous affectionnez? La tranquillité. Pour nous, pour des gens dits publics, on est plus tranquille en Corse, oui. Puis c'est l'art de la sieste, c'est... le retour à la nature. Oui, c'est vrai, une nature absolument magnifique. Moi, je fais beaucoup de bateaux, j'aime bien la mer là-bas, c'est vraiment... C'est un endroit merveilleux. Vous y êtes déjà allé ou pas, Philippe? Oui, bien. Vous avez été une fois ou deux, non? Oui. Il y a très très longtemps, Oui, après le putsch, en 62. Oui, c'est ça. Non, ça a changé aussi, les choses ont évolué. Pourquoi avez-vous rouvert cette terrifiante auberge 56 ans après Claude Autant-Lara? Parce que je l'avais vu quand j'avais 7-8 ans. Et c'était un film qui m'attirait beaucoup parce qu'il y avait Fernandel dedans. Donc je me disais, c'est un film que je peux aller voir. Et en même temps, me faisait peur. Vous savez, c'est comme dans les contes pour enfants, dans lesquels on vous dit, il faut surtout pas s'arrêter dans la maison de l'ogre. Et puis un jour, évidemment, vous tapez. Et l'auberge rouge, on ne doit surtout pas s'y arrêter. Et donc, moi, je me suis dit, est-ce que cette ambiance à la fois de comédie et d'épouvante
est-ce que c'était bien l'impression que j'avais quand j'étais enfant? Est-ce qu'elle elle était vraie? Alors j'ai racheté le film en DVD, je l'ai vu, et je me suis dit oui, il y a ça, et peut-être que je peux même aller encore plus loin dans cet esprit-là, et arriver à faire un film, un conte cruel pour la famille, si vous voulez. Là, vous avez fait œuvre de scénariste et de dialoguiste. D'adaptateur, avec mon camarade Michel Delgado, avec qui j'ai fait l'enquête corse. Je dis ça parce que oui, mais pas de réalisateur, là. Si, le réalisateur a réalisé, mais il n'a pas écrit. Mais vous posiez la question à moi, si vous voulez le réalisateur. Ah oui, non, je n'ai pas compris. Vous n'avez pas entendu. Eh bien, je dirais la chose. J'ai l'impression d'interviewer de Funès. C'est-à-dire que non, parce que moi j'aime bien avoir j'ai fait beaucoup de choses sur ce film, mais le fait d'avoir des rôles aussi importants, ça me serait difficile de me diriger en même temps que je joue. Je trouve que ça me laisse beaucoup plus de liberté pour l'imagination, pour m'amuser avec mes camarades. Et il y en avait de nombreux, puisqu'il y a beaucoup de clowns sur ce film, et donc je préférais être tranquille et que la difficulté du travail soit au réalisateur. Alors, est-ce que l'épouvante et le comique peuvent aller de pair sans que l'un des deux en pâtisse? Écoutez, moi je trouve que les anglo-saxons ont fait beaucoup ça avec la famille Addams, avec des choses comme ça. Est-ce que les Français savent? Et alors, est-ce que les Français savent? C'est une question intéressante. Moi, j'ai des personnages qui sont assez proches de Labiche et de Feydeau, et puis des Thénardier, enfin le couple d'aubergistes, c'est comme des affreux avec Josiane. Et en même temps, on a un aspect, un environnement et une histoire qui a un côté Tim Burton, qui a un côté famille Addams. Alors, moi, je pense que ça s'allie assez bien, oui. Vous vous souvenez, les uns et les autres, les unes et les autres, de l'auberge rouge? Carrette. Ah oui. Je joue d'ailleurs le rôle de Carrette, Françoise Rosé et Josiane. J'aurais d'ailleurs pas fait le film si elle m'avait dit non. C'est tiré d'un fait divers authentique, c'est ça? C'est l'auberge qui est au-dessus du puits en Velay, là, c'est ça? Oui, enfin, en Ardèche. Oui, c'est ça. C'est ça, en Ardèche. Je ne savais pas que le puits Vous l'avez pas trouvé, Non. Oui, mais c'est versant, oui, mais c'est au-dessus. C'est la route qui va du puits à Aubenas. Oui, c'était un couple d'aubergistes qui très détroussés. C'est des voyageurs qui ont été d'ailleurs guillotinés sur le lieu même de leur auberge devant 30 000 personnes. Et alors de ça, alors en fait Claude Autant-Lara avait demandé à Orange, moi que j'ai toujours beaucoup admiré comme scénariste, de faire un film très anticlérical. Alors le film était une comédie très noire. Moi j'en ai fait une comédie d'épouvante. C'est à mon avis plus comédie que ce que ça n'était. Et je pensais que le côté anticlérical était un petit peu dépassé aujourd'hui. Donc j'ai rendu le prêtre beaucoup plus actif que ce que n'était Fernandel, qui d'ailleurs jouait un moine dans le premier film. Est-ce que le rôle de Napoléon vous a marqué autant que ceux qui l'ont tenu avant vous? Pourquoi ils ont été marqués, ceux-là? Ah oui, attendez. Qui, par exemple? Depuis Dieudonné, qui s'était fait enterrer. Mais enfin, vous savez, il n'y avait pas que Napoléon, parce que Bela Lugosi, par exemple, dormait dans un cercueil. Il faisait Dracula, il lui était monté la tête. Donc il n'y a pas que ce rôle-là. Moi, non. Il y a des gens qui s'en sont pas relevés et qui ont conservé la main dans le gilet pendant tout le restant de leur vie. C'est vrai. Mais moi, non. Est-ce que vous accepteriez d'incarner Nicolas Sarkozy à l'écran? Non. Non? Non. En plus, il y a une parenté de trait et de silhouette, hein? Oui, c'est possible, mais enfin bon, c'est pas parce que... non. Je suis pas le premier à vous le dire. Non, vous n'êtes pas le premier. Non. C'est une question originale. C'est une question originale, on me la pose assez souvent, parce qu'en ce moment je suis en promotion, donc on termine généralement en me disant je n'ose pas vous poser quelques questions, c'est pas moi mais c'est ma rédaction. Enfin bref, je vous la pose. Est-ce que vous vous souvenez du bon temps où vous mettiez la pagaille dans toutes les stations où l'on vous invitait? Oui, ça continue dans certaines d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai mais c'est vrai que maintenant on m'invite plus. Il n'y a plus que vous qui m'invitez parce que les autres se disent c'est trop chiant. Non, mais c'était un rude exercice pour l'animateur de service, mais on rigolait bien. Oui, quand même. Ah bah oui. Alors, mais c'était sans méchanceté, c'était avec gaieté. Attendez, rien, non. Enfin, sauf avec certains, mais bon. Le type pouvait pas articuler une phrase, mais c'était très drôle. Oui, c'était gai. Hein? Et puis au moins, ça vous empêchait... J'ai fait ça encore l'autre jour chez vous, chez qui? Chez Coé, je crois, j'ai fait ça, oui. Ah oui? Oui, avec Laurent. Oui. On était ensemble. Lui, il ne s'est pas fâché pour autant. Non, pas du tout, pas du tout. Non. Il l'a mal pris, mais il s'est pas fâché. Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été, 7 jours sur 7. c'est sur RTL. C'était le 30 novembre dernier, 30 novembre 2007. Laurence Boccolini était sur le plateau. Il y avait aussi Liane Folly, Jean-Pierre Coff, Bernard Mabille, Jacques Maillot. L'invité d'honneur de Philippe Bouvard était Christian Clavier pour la sortie du film L'Auberge Rouge. Êtes-vous votre meilleur dialoguiste?
C'est une bonne question, ça, parce que c'est une question. Alors, je dirais que non, oui et non. Enfin, oui, je pense que je suis pas mal, oui. Oui, vous êtes assez à l'aise avec les phrases que vous écrivez. Oui, non, mais j'aime bien les phrases, certaines phrases que je m'écris surtout, c'est ça. Voilà. Est-ce que pour votre prochaine interprétation du Malade imaginaire, vous allez écrire de nouveaux dialogues? Non, bah non, on ne peut pas, c'est Molière. Enfin, comment pouvez-vous poser une question pareille? Écoutez, vous-même qui... Non, mais vous savez, ça c'est vu. Ça va être quand même... oui, ça s'est vu, c'est vrai qu'il y a eu des relectures redoutables. Moi, c'est un hommage à Michel Serrault, d'ailleurs. Michel Serrault, on a beaucoup souffert de certaines relectures. C'était lui qui devait le faire, et puis on m'a proposé de le faire, mais c'est un téléfilm, donc il va y avoir une adaptation quand même. C'est pas la pièce de théâtre montée, mais c'est Le Malade de Molière monté... mais complètement transformé, comme par exemple Bigard avait joué le... Non, on va le jouer dans les... Le bourgeois gentilhomme en roller, non? Non, je vais éviter parce que j'aime pas trop le roller. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être réputé un proche du chef de l'État? À votre avis? Non, c'est-à-dire que les avantages, de toute façon, je suis d'avoir une amitié qui dure et qui se perpétue, ça c'est très enrichissant de... Vous n'allez pas vous fâcher avec un camarade de jeunesse sous prétexte qu'il est devenu chef de l'État. Absolument. Voilà, ça fait partie des grandes satisfactions. Et puis après, je sais pas, il y a des gens à qui s'appelait, d'autres à qui s'appelaient moins, c'est comme ça. Oui, mais enfin bon, c'est amusant parce que on est bien informé, parce que... C'est passionnant surtout, parce que c'est un homme extraordinairement intéressant et tout à fait, vraiment passionnant. Donc ce que je vis avec lui de temps en temps, c'est vraiment extraordinaire. Est-ce que vous revoyez de temps en temps votre autre camarade de jeunesse, François Hollande? Je l'ai pas vu depuis longtemps, mais on se revoyait, oui, on s'est revu pas mal, oui. Vous allez peut-être le voir davantage, il va avoir du temps libre, là. Ah oui, c'est possible, c'est très possible. Je ne sais pas. Il est drôle, hein? Il est extrêmement drôle, il a beaucoup Et puis vous le deviez beaucoup pendant vos études, hein? Il faisait vos devoirs? Il faisait le peu de temps où je suis passé à Sciences Po, il faisait mes devoirs, oui. Ouais. Parce que moi, j'y arrivais pas bien, donc il me faisait mes devoirs. Il m'emmenait en moto le matin et il faisait mes devoirs, ce qui était assez pratique. Et moi, j'ai eu le malheur de l'emmener dans 2-3 pièces, parce que j'allais voir un peu tout à l'époque, et on s'était tapé un mercourage de vitesse de grande qualité dans une 3h30 de spectacle insipide avec des gens qui articulaient extrêmement mal, je comprenais pas un mot du texte, et sauf qu'il n'y avait pas d'entracte et on était bloqués au fond de la salle, impossible de sortir. Je pense qu'il s'en souvient encore. Est-ce qu'il est allé pour ça au Parti Socialiste? Je sais pas. Une question à lui poser en tout cas. Pour quelle raison avez-vous suivi? Ah non, ne soyons pas désagréables. Il la connaissait déjà, Ségolène, à l'époque? Non. Pas à mon époque, non. Donc c'était une époque... Ils se sont rencontrés à l'ENA. Moi, j'ai pas fait 6 mois à l'ENA, moi j'ai fait 6 mois à Sciences Po. Mais pourquoi avoir fait Sciences Po? Mais parce que je voulais avoir une carte d'étudiant, mon vieux. Je voulais aller au resto universitaire, qui n'était pas génial, mais qui permettait de... Voilà. Comme j'avais eu une mention au bac, je pouvais aller là. Donc ça m'a permis de... Puis après, j'ai fait du théâtre. Ah oui, uniquement pour le boulotter, alors. Non, mais j'étais intéressé par ces sujets-là quand même, mais j'étais pas le bon gars pour ça, quoi. Est-ce que Gérard Jugnot est crédible en soutane? Il a été 10 ans prêtre, hein. Gérard Jugnot. Il dit ça avec un sérieux. Il a été 10 ans prêtre, et puis après la vie l'a détourné de ce sacerdoce, et donc il a opté pour autre chose. Donc il est évidemment plus vrai que nature. Il a cette onctuosité, il a quelque chose d'extrêmement patelin qui est dû à quelque chose qui l'a beaucoup tenté à un moment. D'où vient votre fascination pour Pardonne-moi, Gérard. Hein. D'où vient votre fascination pour le Moyen-Âge? Pour l'histoire en général, pas que pour le Moyen-Âge, pour l'histoire en général. J'ai toujours été passionné par l'histoire, parce que je trouve que c'est extraordinaire si vous voulez, quand vous voyez les tableaux d'époque, ou moi je trouve qu'on se ressemble énormément, les Français. Il suffit de vous habiller d'époque et vous mettre une coiffure d'époque, et finalement vous ressemblez parfaitement aux ancêtres. Alors je trouve qu'à ce moment on fait vivre des époques merveilleuses. Non, je ne dis pas que vous avez une tête de Moyen-Âgeux, comprenez. Certains ici l'ont, mais pas vous. Vous êtes plus Renaissance, vous. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Salut, c'est Sébastien Follin. Chaque soir sur RTL, durant tout l'été, vous allez découvrir des histoires extraordinaires. Ils ont décidé de changer de vie, sont partis à l'autre bout du monde ou juste à quelques kilomètres. Ils ont réalisé leurs rêves, ils vont nous raconter leurs histoires. Embarquez destination ailleurs avec Sébastien Follin chaque soir d'été de 21h à 23h. Attachez vos ceintures. Dès ce soir sur RTL. Embarquement immédiat. Vous avez changé de vie? Laissez vos témoignages sur la page de Destination Ailleurs sur rtl.fr. À ce soir. Carglass répare.
remplace. Frédéric, 34 ans, chef de centre Carglass à Béthune. Vous savez, un impact sur son pare-brise, surtout un petit. C'est facile de se dire comme tout le monde, c'est pas urgent ou j'ai pas le temps de m'en occuper. C'est la bonne excuse. Sauf que ça va pas empêcher le pare-brise de fissurer. Tenez mon client là, l'exemple parfait. Son impact, il l'avait bien vu, ça le gênait pas. Bref, il y pensait plus. Et ça a pas loupé. Hier, il passe un peu vite sur un ralentisseur, la secousse remonte jusqu'à l'impact et crac, la fissure. Et là, son pare-brise, il a bien fallu qu'il prenne le temps de le remplacer. Bien sûr, on l'a changé, car Carglass, c'est le spécialiste. Des pare-brises, on en change des centaines de milliers par an. Et le client, content. Mais il aurait pu éviter de payer une franchise s'il avait réparé son impact immédiatement. Nous, si c'est possible, on le répare sans avoir à tout remplacer. On injecte notre résine spéciale, c'est rapide, quasi invisible, et il retrouve sa solidité. Et le plus souvent, pour une réparation d'impact, il n'y a pas de franchise et c'est pris en charge par votre assurance. Appelez Carglass au 0800 77 24 24. Carglass répare, Carglass remplace. Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été sur RTL. C'était le 30 novembre 2007. Christian Clavier était l'invité d'honneur de Philippe Bouvard pour la sortie du film L'Auberge Rouge. Première citation envoyée par Monsieur Béranger qui a dit... Ah, j'aime beaucoup les citations de Monsieur Béranger. Non, mais c'est intéressant. Il y a Monsieur Berger, Monsieur Béranger, c'est intéressant. Et Monsieur Béranger est particulièrement... c'est brillant. Je sens que les vieux démons reviennent. Qui a dit « Ma femme est très portée sur le sexe. Malheureusement, c'est pas sur le mien. » Desproges. Desproges. Bonne réponse de Bernard Mabie. Et la deuxième citation envoyée par Monsieur Folenfant qui a dit « Le problème, c'est que chaque homme veut une femme vierge avec l'expérience d'une putain. » Bernard Shaw. Alors non, c'est une personne qui est toujours de ce monde. Un homme, une femme? Une femme que vous imitez, chère Liane Folly. Ségolène? Non. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. Yes. Bonne réponse de Liane Folly. Hein? D'ailleurs, Laurent aussi limite. Ah oui, mais nous avons comme un plusieurs fois. C'est une catastrophe quand il limite. C'est un des trucs qui me fait le plus rire au monde. C'est épouvantable. Oui, Christian. Oui, parce que à la fois c'est assez grave. C'est la vie. T'as vu comme ça, c'est presque la même chose. Mais que d'où lui vient cette voix? Ah bah alors ça, on ne sait pas. La voix de l'outre-tombe. Elle se gargarise avec des oursins. Elle roule des pelles à Boringer. Ouais. Non, je pense que... Elle fume beaucoup. Hein. Ah oui. Elle fume beaucoup, oui, beaucoup. Hein. Beaucoup. Bon, je pense que ça va devenir désagréable. Passons à une autre question. Donc, tirons un trait et passons à une question. Oh non, mais Jean-Pierre fait le faux cul, là, je le sens. Il n'en pense pas moins, il n'ose rien dire. Bon, évidemment. Oh, j'aimerais bien que ça continue. Est-ce que les films cultes, et vous en avez tourné certains, valent d'appréciables rentes aux comédiens qui les ont tournés? Ça dépend si vous êtes... Par exemple, Les Bronzés, bon, c'est une mine d'or. Est-ce que c'est une mine d'or pour les comédiens? Non, c'est une mine d'or pour les producteurs. Ah oui. Et le metteur en scène, peut-être? Non, mais non, ça dépend. Si vous n'êtes pas coproducteur d'un film, une fois que c'est passé. Enfin, quand ils reviennent... Ça vous amène de la notoriété, de la popularité... Oui. Alors, scénariste, tout un peu. Non, scénario, enfin... c'est le comédien, il a joué. C'est terminé. Ah non, mais les comédiens, non, mais les scénaristes, un peu. En plus, pas sur ce ton, hein. Alors, on va rendre sa liberté à Laurent Gérard, qui est très exceptionnellement... Est-ce que tu peux simplement me faire un tout petit passage parce que nous avons fait une émission ensemble il y a très peu de temps, et c'est vrai que pour rendre hommage à nos amis, à Alain Barrière, est-ce que tu pourrais chanter quelque chose? Le soleil ne brille plus, tout autour n'est qu'incohérence. J'ai peur de l'ivre et du froid, j'ai peur du vide et du silence. Tu aimes bien Alain Barrière, moi aussi. Mais moi aussi, beaucoup. On faisait un duo avec Laurence. C'est Noël Cordier, dans ça. Oui, Noël Cordier, absolument. En fait, il avait fait quand même un grand succès. Oh là là. Un paquet de succès. Il a eu du mal à s'en remettre, mais c'était un grand succès. Ah, il revient. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme. Voilà, Laurent Gérard est venu nous parler, je vous le rappelle, d'un livre qui regroupe
tous les bons moments des imitations qu'il Ça va a être bien. faites, avec la complicité Du sémillant Jean-Jacques Perroni. Oh oui. Jean-Jacques Perroni. Merci, Merci, cher mon cher Laurent. Philippe. Merci à tous. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard. De 16h à 18h sur RTL. Quel grave problème, Christian Clavier, avez-vous connu pour aller les confier pendant de longs mois à un psy? Ah bah, c'est ça, alors là, c'est extrêmement intime, je peux pas répondre à ce genre de questions. Non, Non, mais ils sont réglés maintenant. Le goût de la discussion, je crois. Uniquement. Trouver une écoute, une oreille. Une oreille, puis ça vous apprend beaucoup de choses sur vous-même, c'est formidable. Oui, puis en plus, c'est pas un contradicteur, puisqu'il dit jamais rien, lui. C'est pas vrai. Ça dépend, c'est faux, ça. Il y en a qui d'une parlent. vision. Non, ça discute. Mais bien, il non, parle c'est à bien. la fin pour dire C'est pour être 500 éclairé, francs, c'est non pour être éclairé. Voilà. Mais finalement, vous pourriez le faire vous-même, non? Non, je crois pas. Je crois que l'intérêt, justement, c'est de le faire avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, voilà. Ouais. Il y en a qui ont suivi des psys, Oui, là. moi avec un Corse, il parlait pas du tout. Laurence, Oui. combien de temps? 5 ans. 5 ans. Oui. Et de individuel et de groupe. De groupe? Mais c'est très passionnant. Hein. C'est passionnant. C'est absolument génial. passionnant. Mais attendez, Extraordinaire. comment un groupe peut-il être sur un seul divan? Mais c'est pas dans un divan, c'est dans une salle où, voilà. bon Et les gens t'apprennent beaucoup sur toi, c'est-à-dire que tu te retrouves avec des gens qui sont complètement étrangers à ton histoire et qui osent te dire des vérités que personne n'oserait te dire. C'était les alcooliques anonymes, non? Ah non, c'est Ah non, encore ça autre n'a rien à chose, voir. ça. C'est Non. autre chose. Ça n'a rien Vous à voir. étiez habillé ou pas? Parce que- Mais oui, on est habillés. Sinon, ça s'appelle une part. Enfin, Non. part, je sais plus. Ça, c'est ceux qui n'en ont jamais fait, qui Voilà, se qui ont ce côté un petit peu dérisoire, un petit peu condescendant. Il y a le côté mais moi je, etc. Mais moi je. D'accord, Ha, ha, ha. Bah, s'ils en avaient fait une, ils seraient pas dans cet état-là. Bah, évidemment, hein. Non. il éviterait des questions Voilà. stupides. Une autre question, Philippe. Oui, merci. Peut-être. Non, mais moi je suis fasciné par des gens qui vont raconter comme ça leurs histoires les plus secrètes, les plus intimes. Bah oui, mais. Et qui en mettent. Si vous ne les racontez pas, ces histoires les plus secrètes, les plus intimes, il y a eu quand même des grands romans, des choses intéressantes, la création est basée là-dessus, non? Sinon, vous êtes simplement dans Bonjour, au revoir, des trucs un petit peu pas très intéressants. Oui, mais alors pourquoi ne pas publier ces histoires en librairie? Ah, Ça on n'est pas rapporte obligé de faire l'argent du pognon au avec lieu d'en tout. coûter. Non, quoi, non, hein. non. Non, mais parfois, c'est des histoires qui n'ont aucun intérêt pour le public. Bien sûr. Je suis sûr que M. Mabille a suivi un psy. Non, Non, pas du tout. non. Il est dans la rue, il l'a suivi. Il est suivi par. Et vous, M. Coff, jamais? Tentation, mais pas. Ah, tentation. Mais pas passage à l'acte. Mais à quel âge est-ce qu'il faut commencer ça? Il n'y a pas d'âge. Non, mais quand Tu on peux y est- aller, là. Quand on est très âgé, peut-être que c'est. Non, mais tu n'es pas très âgé, donc tu peux Ah, si, parfaitement. Tu peux y aller en sortant Non, d'ici. tu hein. peux y aller. Il n'est pas très âgé, donc Si, je te le confirme, t'inquiète pas. Oh, bon, ben non, mais enfin, écoute, on se connaît depuis très longtemps. Ah, si bah tu es oui, très mais âgé, quand c'est même. que je suis âgé aussi, c'est épouvantable. Non, mais il faut avoir les moyens de s'offrir un psy. C'est pas vrai. Faux, C'est pas vrai. Faux, puisque le prix est modulé en fonction de vos revenus. Oui. Ah, sans blague. Bien sûr. Mais alors, il faut apporter sa feuille d'impôt? Comment ça se passe? C'est indexé. Non, c'est basé sur une forme de confiance quand même. Ah bon, Puis, c'est puis, bien, ça, dites donc. Dites-moi, Vous en est-ce que prie. les anciens du Splendide sont toujours amis pour la vie? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Donc le titre du dernier n'était pas usurpé. hein. Pas du tout. C'est-à-dire vous vous fréquentez toujours Bah là, on passe une grande partie de notre temps ensemble. Oui, on va voir les films des uns et des autres, on se donne notre avis, on se conseille. Oui. Alors j'ai retrouvé un témoignage de cette belle époque du Splendide. C'est Josiane Balasco qui a raconté comment, grâce à la séparation, vous vous en souvenez sans doute, de Thierry Lhermitte et de Valérie Mérès, elle s'était fait une place dans la troupe. Ils avaient écrit une pièce au début du Splendide où on était rue des Lombards, on avait et il y avait il y avait deux rôles de filles, et Valérie à ce moment-là s'est séparée de Thierry, a quitté le Splendide, et donc il manquait quelqu'un. Et ils me connaissaient, ils m'ont dit voilà, il manque un rôle de fille. Oui, il fallait, par exemple, je sais que Clavier s'est pris un mal de dos formidable en essayant de mettre une porte, par exemple. Voilà, il y avait des trucs comme ça. On avait répété la première pièce qu'on avait jouée dans le nouveau Splendide rue des Lombards de l'époque. On avait à peine répété la pièce et on finissait les travaux. Et quand la pièce a été jouée, c'était à chier. La pièce, parce qu'on n'avait pas eu le temps de répéter ni de réécrire. On avait fini les travaux de sécurité, les escaliers, les machins. Tout le monde était là, tous les copains étaient là. La première, c'était catastrophique. On a arrêté, on a réécrit la pièce, on l'a rejouée. On avait la possibilité de faire ça, dire bon, ça c'est pas bon, on réécrit.
Vous vous souvenez de cette époque-là? Oui, très bien, très bien. Oui, très bien, il fallait être bricoleur, hein? Oui, moi je l'étais pas du tout. Ah oui. Junio disait de moi que j'avais 2 mains gauches, et donc je me suis fait pas une porte, mais un mur en plate, ça m'a collé une appendicite. Oui. On m'a embarqué à l'hosto, et j'ai pas pu. Donc c'est très curieux, mais alors que Junio était très bricoleur. Ouais. Très très bon. Josiane, moyennement. Finalement, vous aviez tout fait vous-même, hein, dans le théâtre. Ah ben, de toute façon, il était hors de question de faire autrement. On n'avait pas l'argent pour faire par d'autres. Hein. Donc enfin, ça s'est arrangé. Hein. Après, oui. Après, on a eu de la chance. Oui. Est-ce que vous n'accordez pas trop d'importance aux voitures? J'aime bien les voitures, oui. Oui, j'ai accordé beaucoup d'importance aux voitures, beaucoup moins maintenant. Parce qu'on peut pas rouler. Encore que là, je viens de me suis offert une petite voiture épatante. Mais je ne vais pas vous en parler, parce que je ne vais pas faire de la pub pour une voiture. Non, mais quel genre? Très rapide, non? La voiture de l'année, je me suis pris. Ah oui. Vous l'êtes prise dans... Voiture de course? Non, la voiture de l'année, la toute petite, la nouvelle 500, là. C'est tout petit, ça, oui. Une voiture très sympa. Oui. Non, je pensais que vous disiez une voiture de l'année, très fièrement, c'est une voiture neuve et pas d'occasion. Elle était extra. Elle a rouge? Elle est pas rouge, là, mais il y a des couleurs vraiment formidables, c'est très bien. Elle est écolo ou pas? Ah oui, tout à fait écolo, oui, ça, elle est vraiment bien. Il y a 600 options. Hein. Il y a 600 options. C'est pas vrai. Oui, vous connaissez pas ça, vous qui aimez les voitures? Non, je les aime plus. Ah bon, elle est de votre taille. Ah bon? Hein? C'est-à-dire, pas gentil, là. Vous mettez pas une valise. Mais bon. Et moi, je rentre pas dedans, donc. En poussant. En poussant un peu, mais. Elle est belle comme tout. Je ferme pas la ceinture, non? 600 options? Ah oui. Oui, parce qu'on peut tout choisir. On peut tout choisir, on peut faire sa couleur, on peut faire l'intérieur, on peut faire le. C'est très amusant. J'adore. Enfin, la voiture rapide, c'est terminé. Hein, ah bah ça c'est fini, ça n'existe plus. Mais pour Paris. Quel intérêt? Ah, ça laisse de bons souvenirs, une voiture rapide. Bien sûr, monsieur. Enfin, quand on survit. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard. De 16h à 18h sur RTL. Tout l'été sur RTL, c'est les grosses têtes de l'été, mais l'été est bientôt terminé. On pense déjà à la rentrée. Les premiers enregistrements des grosses têtes de la saison auront lieu les 25, 26 et 27 août, c'est-à-dire la semaine prochaine. Rendez-vous à 10h, à chaque fois dans le grand studio RTL, 22 rue Bayard, à Paris 8e. Vous êtes allergique au mariage? Non, enfin, je me suis jamais marié, disons. Je dois l'être. C'est ce que je voulais dire. Je dois l'être. Alors, je dois l'être. Oui, vous devez l'être. Qu'est-ce que vous reprochez au mariage? Non, je sais pas, j'ai les cérémonies officielles. Je vois que c'est les cérémonies officielles, moi, qui m'impressionnent. Ah. Oui, c'est ça doit être ça. Être marié à Neuilly par un copain, c'était pas désagréable? Oui, je sais pas de quoi vous parlez. Tu ne l'auras pas. Non, mais le mariage, il n'y a pas que la cérémonie, il y a une obligation. Non, c'est pas les obligations qui m'embêtent. Moi, c'est la cérémonie, honnêtement. C'est le côté, je sais pas, des trucs officiels comme ça. Il veut pas. Je suis un peu traqueur là-dessus. Voilà. Je trouve que ça porte le mauvais œil, voilà, c'est pour ça. Ah oui. Oui, la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se marient et qui après divorcent. Hein. Ouais, bien sûr. Donc il doit y avoir un mauvais sort. Non, ça arrive pas à tout le monde. Vous n'avez plus qu'une seule cérémonie. La première fois, on en fait deux, généralement, l'église. Ah oui, après vous échappez à l'église. Après vous échappez à l'église. Sauf si vous faites admettre que le mariage n'a pas été consommé. Était blanc. Oui, enfin. Ah oui. Enfin bon, ça c'est des singeries. Non, ça va être dur à faire. Quand vous avez 2 enfants, c'est difficile. Hein. Bon, c'est arrivé dans des familles princières. Absolument, à Monaco. Oui, pour ne pas les citer. C'est cette discrétion qui nous caractérise. Question de Madame Clément d'Amiens. Au Canada, qu'est-ce qu'on appelle un pot à la branlette? Une bière? Non. Un pot de chambre? Non. C'est pas la confiture en gelée quand on l'a tout ça, non? Non. C'est un geste? Non, c'est un objet. Enfin, ça fait partie du mobilier là-bas. Chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Ah bon, pourquoi? C'est pas à la mode. C'est un objet qui a rapport avec le froid? C'est un mazagran, non? Un truc comme ça? Non. Ça sert à manger, à boire? Vous pouvez manger et boire, mais c'est pas fait uniquement pour ça. Un mixeur? Non, pas du tout. C'est pas un objet électroménager, pas du tout. C'est un objet de décoration. Ça fait partie du mobilier et pour certains, c'est le comble du raffinement et du confort. C'est quoi, un rocking chair? Voilà. C'est donc une chaise à bascule pour employer des mots français. D'accord. Et on sait que dans le bureau ovale, il y a une chaise à bascule. Bonne réponse de Jacques Maillot. Bravo.
culture. Eh bien justement, on va aller au Canada. Oh mince alors. On va aller au Canada pour retrouver notre auditrice du bout du monde, puisque, je vous l'apprends, cher Christian Clavier, on est écouté sur toute la planète. Eh ben, ils ont de la chance. Stéphanie Descaches, bonjour. Descaches, hein? Bonjour, oui, c'est ça, Descaches, mais c'est parfait. Alors, vous êtes allé de Dunkerque à Tamanrasset. C'était l'expression. Au Québec, c'est vrai, c'était l'expression. Qu'est-ce que vous faites au Québec? Moi, actuellement, je travaille pour une compagnie de vêtements hommes et femmes, donc une compagnie européenne que je représente, puisque je suis française. Ça m'aide beaucoup, d'ailleurs. Et vous n'auriez pas pu faire ça en France? Si, j'aurais pu absolument, mais c'était une opportunité. Avant ça, c'était surtout pour le travail de mon conjoint. Et puis voilà. Il était canadien, votre conjoint? Non, il était français, mais on a une opportunité ici de travail très très facilement, alors voilà. Vous avez un peu l'accent, mais pas trop quand même, là, hein, ça va? Mais vous avez dit qu'elle était française. Mais comme elle vit là-bas... Oui, mais d'accord, mais enfin bon, quand même. Vous vivez là-bas depuis combien de temps? Ça fait 4 ans, monsieur Coff, 4 ans. C'est pour ça qu'elle a... Non, elle a plutôt l'accent suisse. Ouais. Elle se ralentit. Et ça marche toujours avec votre conjoint? Il essaie de se caser. Peut-on passer à la question suivante? Voilà, c'est tout. Il s'est trouvé une L'instinct de Jean-Pierre. C'est très bonne réponse, hein. Il a senti le coup. Il est d'une subtilité, d'une finesse. Incroyable. Il est vraiment incisif. C'est Il a ce bon. côté. C'est un peu médium. C'est une intuition. Mais on peut pas en savoir plus, vraiment? La question suivante, elle traite du même sujet. Elle dit pourquoi il est parti. Alors... Pas encore. Pas encore. Il est devant la porte. Et au Québec, comment écoute-t-on les grosses têtes? En ce qui me concerne, oui, avec les oreilles, ça aide. Même s'il fait un peu très froid, on a les oreilles découvertes. Et puis sur Internet, je télécharge sur mon iPod. Et j'écoute donc soit directement dans les oreilles ou dans ma voiture, je branche sur l'autoradio. C'est une habitude que vous auriez pu perdre, d'écouter notre émission en changeant de pays et de continent. Non, c'est impensable. J'ai grandi avec vous et quand je traîne ma culture, c'est ce qui manque le plus, ma culture française, et puis je vous traîne comme ça avec moi. Ah bah si vous avez appris tous nos gros mots, vous devez avoir du vocabulaire, hein? Ouais. Vous comptez revenir bientôt? Je reviens de temps en temps. Il est accro là, je peux vous dire. Mais moi j'aime beaucoup aussi, hein. Vous savez, ici on mange tout ce que pourrait nous conseiller Jean-Pierre Coff, donc on a beaucoup de goût. Vous savez qu'il a une ligne de vêtements qui est très élégante, que je connais, moi. Au petit jardinier. N'écoutez pas les conneries. Non, c'est pas vrai. Ben oui, je les écoute, leurs bêtises, voyons, c'est ce qui me fait rire. Si vous aimez la campagne et surtout les potagers, allez-y avec le monsieur Coff se fera un plaisir de vous inviter à déjeuner, hein? Ben, ce serait grand plaisir, oui. Affinité. Plus vous pensez à vos 2 sièges. Oh non, allez, non. Alors. Monsieur Coff, en plus, fait des cultures très très rares, hein? Ben bon. Ah oui, il fait pousser plein de livres, plein d'émissions, et ça marche, hein? Oui. Merci Stéphanie, et puis assurez nos cousins du Québec de nos sentiments d'attachement. Merci. Avec grand plaisir, au revoir. C'était à la fin de l'automne l'année dernière. Philippe Bouvard avait invité Christian Clavier dans les grosses têtes. Présent également ce jour-là, Liane Folly, Laurence Boccolini, Jacques Maillot, Jean-Pierre Coff et Bernard Mabille. Dans votre générique, j'ai vu qu'il y avait Sylvie Joly. Ah oui, il y a beaucoup de... Quelle étrange personne, hein? Ah oui, mais c'est une icône pour moi, vraiment. Ah oui? Ah oui. Parce que moi, dans le premier film, les voyageurs étaient presque traités comme des figurants. Et moi, j'ai voulu vraiment leur donner une part très importante. Et elle joue une comtesse très arrogante. On est en 1830, c'est la Restauration, donc les rapports sont épouvantables entre les nobles, les bourgeois et le petit peuple. Et elle est là avec son fils, qui est joué par Urbain Cancelier, et sa fille, qui est Anne Girois, qui joue Guenièvre dans
dans Kaamelott, moi. Et donc j'ai réuni de maisons, j'ai réuni des clowns de générations différentes. Et Sylvie est pour moi, elle est extraordinairement drôle dans le film. De Maison, c'est un des derniers venus, ça. Oui, De Maison et Anne Giroir, c'est un des venus De Maison. Moi, c'est Thierry Lhermitte qui m'a dit va voir son one man show. C'est ce garçon qui a été trader. Oui. Et puis on l'a eu ici. Mais je pensais que c'était uniquement le one man show son affaire. Non, il est très très bien. Il est très très bien quand il joue. J'ai réuni cette troupe de théâtre autour. C'était vraiment un plaisir. Alors c'est une histoire vraie à la base, hein? C'est un fait divers, C'est pour ça que le film, en fait, le premier film, peu de gens l'ont vu. Il a une grosse réputation du fait divers. Le fait divers, ça dure. C'est d'épouvantables assassins, et ils ont traité ça d'une manière drôle dans le premier Auberge Rouge. Et moi, j'ai repris ça évidemment derrière. À la mode d'aujourd'hui et avec ce que vous vouliez en faire, hein. Autant Lara, vous l'avez pas connu. Non. Ah si, je l'ai connu. Oui, enfin, je l'ai pas connu personnellement, mais il était vivant moi quand j'ai commencé le métier. Oui. C'était un metteur en scène pas commode. Hein. C'était un grand metteur en scène. Oui. Enfin, moi, j'aurais jamais touché à Traversée de Paris, par exemple, qui est un chef-d'œuvre. Il n'y a pas un plan à ajouter. Ce film-là, l'Auberge, il y a une grosse réputation, mais je pense que je pouvais en faire une adaptation. Je pouvais être infidèle au film et y apporter une relecture, quoi, une nouvelle vision. Dans ce cas-là, faut acheter des droits ou pas? Ou c'est tombé dans le domaine public? Ah non, faut acheter les droits. Non, faut acheter les droits. Question de Monsieur Mozart. Quel est le titre? Monsieur Mozart? Monsieur Mozart. Ah pardon, parce que Monsieur Mozart. Quel est le titre du dernier film dans lequel est apparu Coluche? C'est un film italien. Le Fou de guerre, non? Non, pas le Fou de guerre. Non, c'était un film français, tourné par quelqu'un que Christian Clavier connaît bien. C'est pas de Chao Pantin? Non. Le maître d'école? Non. C'est un film de Blanc, non? Non, mais c'est pas loin, loin. De Junio, alors? Non. De Gérard Houry? Non. C'est une apparition, un rôle Non, c'est le rôle-titre. Zidi, film Zidi? Non, je sais pas le rôle-titre, non. Compte tenu du titre, ça peut pas être le rôle. C'est pas le Fou de guerre, c'est pas le film de Dino Risi. Non. Moi, je crois que c'était ça. C'est un rôle féminin, alors, si je comprends bien le titre. Non, c'est un titre qui est un peu provocateur. Écoutez, c'est un film français. C'est un film français tourné par Josiane Balasco, non? Par Josiane Balasco. Ah oui, et ça s'intitulait. Les keufs. C'est pas tenu. Non. Pas les keufs, c'est Gazon maudit. Non. Gazon maudit était mort, mais les keufs? Non, les keufs, non, je dis. Enfin, c'était la moitié de la réponse seulement, c'était Sac de nœuds. Oui, avec Isabelle Huppert. Ouais. Voilà. C'est une apparition, vraiment une apparition. Ah oui, parce qu'on le voit pas beaucoup. Hein, Ah oui, mais c'est la dernière qu'il ait faite. Hein. D'accord. Oui, non, mais d'accord, c'est possible, enfin bon, pas un peu... Le nom de Warren Buffett, ça vous dit quelque chose? Oui. Alors, c'est un des hommes les plus riches de la planète. C'est le mari de Marie-Georges Buffet. Non, c'est le cousin germain de Marie-Georges. Il a les restaurants dans les gares. Voilà, c'est lui qui a donné beaucoup de sa fortune en Afrique. Alors, il a donné énormément une fondation énorme pour lutter contre il a donné d'ailleurs une partie de sa fortune à Bill Gates pour alimenter sa propre fondation. C'est un bienfaiteur de l'humanité. Il a protesté parce que le Congrès américain voulait alléger les impôts et les droits de succession. Ça, c'est quand même rare, un milliardaire qui dit « Ah ben non, vous me prenez pas assez ». Je vous dis, c'est le cousin de Marie-Georges Buffet, donc c'est normal. Il ne faut pas non plus... c'est relativement normal, c'est un truc de famille. Hein. Ça n'a rien à voir avec sa position là-bas. Hein. Non, je crois que vous vous plantez là-dessus. Enfin, c'est le cousin d'Amérique de Marie-Georges qui a bien réussi, puisque... c'est un cas qui est parti pour des raisons religieuses. En tout cas, elle est là-bas. Elle est discrète, elle n'en parle jamais. Jamais. Elle est hyper discrète. Oui, elle est hyper discrète. Elle ne parle jamais, d'ailleurs. Jamais. Elle ne dit pas grand-chose. Si, elle a salué quand même, mais du bout des lèvres, la mémoire du regretté Georges Marchais. C'est Buffet froid, là. C'était pour... Qui nous a quittés, voilà 10 ans. Et qui, à une certaine époque, dans le hit parade des comiques français, venait en même temps que Coluche, ex aequo avec Coluche. Mais il était très drôle. Bah oui. Aujourd'hui, il y a moins de comiques politiques. Hein.
Oui, mais enfin bon, moi il m'a jamais trop fait rire. C'est un mec qui passait ses vacances avec Ceausescu, il était quand même un comique moyen. Oui, mais enfin quand il prenait la parole, quand il disait taisez-vous El Kabash, c'était formidable. Il faisait de l'audience. Oui, enfin, il a fait que ça, hein, il a pas non plus. Très très court quand même. Prends tes valises, Eliane, on fout le camp. Non, c'est ce que les humoristes en ont fait qui était drôle. Le bilan est globalement lui, positif. Ah, vous voyez que vous vous souvenez encore 10 ans après. Bah oui, il a bossé dessus. Ses classiques, il avait ses tubes. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Après les infos dans les grosses têtes de l'été, l'invité d'honneur de Philippe Bouvard sera le comédien Laurent Deutsch. Pour l'instant, on reste avec Christian Clavier puisque le remake du film L'Auberge Rouge avec Fernandel est sorti en novembre dernier, mais cette fois avec Christian Clavier. Et le 30 novembre 2007, Christian Clavier était justement venu nous parler de ce film dans les grosses têtes avec Philippe Bouvard. Autour d'eux, il y avait Laurence Boccolini, Liane Folly, Jean-Pierre Coff, Bernard Mabille et Jacques Maillot. Une question de monsieur Paolo. Ah, Paolo. Paolo. Quel fut, demande monsieur Paolo, le premier mot du cinéma parlant? Bonjour. Coupé. Non. Non, non. C'est le prénom ou le nom, Paolo? Oh. C'est pas très important. Taisez-vous. Alors, vous vous souvenez du premier film parlant? Le chanteur de jazz? Le chanteur de jazz, exactement. Yeah. Bah, c'est Al Johnson. Je crois c'était Hello, non? Non, c'est Al Johnson qui chantait Swanee, my Swanee. Ladies and Gentlemen, un truc comme ça. Non. C'était d'ailleurs le premier mot. Welcome. C'est le premier mot qu'on prononce même quand on fait pas de cinéma. Bonjour. Non. Ah, quand vous êtes né, vous avez dit bonjour. Ah oui, tout de suite là-bas. Maman. Exactement. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'était maman. Ça, c'était Paul Prébois qui disait maman. Tu te rappelles, maman. Pas le Samuel Solex. Est-ce qu'aujourd'hui, pour qu'un dialogue soit efficace, il faut employer les recettes d'Audiard et compagnie, ou est-ce que ça a beaucoup évolué? Le mot d'auteur est moins à la mode, hein? Bah, ça dépend où. Oh, ça dépend. Moi, je crois pas qu'il y ait de recettes d'Audiard, d'ailleurs. Je crois qu'il écrivait des dialogues merveilleux parce qu'il avait une truculence et puis, mais qui suivait aussi les situations qu'on lui écrivait. Il disait souvent, quand il n'arrivait pas à écrire des dialogues sur une scène, changez l'histoire et puis je réécrirai de bons dialogues. Et il avait bien raison. C'est-à-dire que ça vient quand même, les dialogues, des situations et des personnages que vous mettez dans les situations. Donc ça s'écrit presque tout seul, en fait. Et les mots d'auteur, si, pourquoi? Il y a des mots d'auteur qui... Bah, avant, on les cherchait au théâtre. Aujourd'hui, on les trouve moins, hein, déjà. On n'écrit plus comme Guitry, par exemple. Hein. Oui, mais bon... si on écrivait comme Guitry, on jouerait moins Guitry. Hein. Bah oui. Oh, mais lui, il aimait vraiment beaucoup le mot d'auteur, c'est-à-dire le mot sorti, l'espèce de discussion avec le public, avec le spectateur en direct. Mais Audiard faisait pas ça, il faisait parler ses personnages. Oui. Donc c'était différent. D'ailleurs, il prenait son inspiration dans les bistrots, hein, souvent. Oui, puis dans les discussions avec Gabin aussi, il a dû prendre beaucoup chez Gabin. Mais Gabin parlait à la ville comme Audiard le faisait parler au cinéma. Exactement. Une question de Madame Plaine. De Grasse. Ah bah oui. De Grasse. Madame Plaine de Grasse. Oui, il a compris. Parce que j'entends le truc, Madame Plaine. Oui, non, mais c'est la question, Madame Plaine. Non, c'est la question, Madame Plaine. La pause, et Grasse, c'est la ville où elle habite, afin que vous ayez le maximum de renseignements. D'informations. Quand reste-t-on en même temps le crâne et la cheville gauche d'une personne? Quand elle va être électrocutée. Quand elle va être électrocutée. C'est sympa. Bonne réponse de Laurence Boccolini. C'est des jolies choses. Question agréable. C'est redoutable, ça, comme question. Enfin, électrocuté volontairement, hein, c'est-à-dire c'est pour mettre les éponges sur la... exécuté sur la chaise électrique. Le courant passe. Oui, on avait compris, ça, c'était épouvantable. Voilà. L'électrocardiogramme, c'est le même principe. Un peu, absolument. C'est moins risqué, peut-être. C'est moins risqué, oui. Oui. Rarement de morts par électrocardiogramme, c'est plus moins. Ça peut arriver, mais t'as un accident. Ouais. L'auberge, vous l'avez trouvée naturellement, vous l'avez reconstituée? On l'a reconstituée dans les Pyrénées.
Pour qu'elle ressemble à la première ou... Non, pas du tout. Non, on l'a reconstituée pour qu'elle soit la plus effrayante possible dans un endroit vraiment désolé à 2000 mètres d'altitude. Vous n'avez pas trouvé la véritable auberge qui satisfasse... Elle existe, on la visite encore, l'auberge, avec un guide qui vous raconte des choses, parce que l'auberge était piégée dans un certain nombre d'endroits. Ah oui. Non, nous on a reconstruit quelque chose qui fasse peur, quoi, qui soit l'auberge où vraiment il faut vraiment pas s'arrêter. Il casse un essieu à cause d'un ours, il faut qu'il s'arrête là, et donc l'histoire commence. Mais les aubergistes sont extrêmement sympathiques, très chaleureux. Je trouve qu'avec Josiane, on a réussi le fait d'arriver à être très sympa dans des rôles d'affreux. Oui. Mais ils font de la bonne bouffe. Et ils sont très unis en famille, ils s'aiment beaucoup. Alors ça ne les excuse pas, hein, ils seront... Mais enfin, quand même. Vous votez régulièrement? Vous êtes un bon citoyen? Absolument. Vous n'avez jamais raté un scrutin? Jamais. Mais parce que vous avez des opinions, et puis parce que vous savez qu'une voix, ça compte, hein? Oui, puis je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir voter, quoi. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas voter dans le monde, et donc il faut en profiter. Ah bah oui, je comprends. Question de Madame Desroches à Jean-Pierre Coff, s'il est là. Mais oui, Madame Desroches. Quand une poule est-elle débridée? Mais on va passer à une autre question très rapidement. Elle est morte quand elle est débridée. A priori, j'en sais rien, c'est... et a posteriori... Après qu'elle ait pondu son premier œuf, peut-être. Elle est morte quand elle est débridée, non? Oui. Oui, non, mais c'est quand on enlève la bride, la ficelle. Oui, voilà, c'est quand on enlève la ficelle. Après qu'elle ait été cuite. Après qu'elle ait été cuite. Bah, vous voyez que vous savez. Hein. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Parce que bon, si on parle d'une poule débridée, de son vivant, c'est différent. Voilà. Hein. Une baigneuse qui enlève son string, elle est débridée, donc. Oui, il y a des poules qui sont très débridées. Vous imaginez? Vous parlez pas des volatiles, là? Mais bien sûr que si. Ah bon? Ah oui. Vous n'avez jamais vu des... comment? Vous n'avez jamais vu quand les poules montent leurs fesses au coq? Ah non, pas. Comment elles se retroussent, elles écartent les ailes arrière, il faut le rentrer là maintenant parce qu'il est fatigué là. Et donc, Jean-Pierre, je pense qu'il a un passage à vide. Vous êtes à la 3e émission enregistrée. Je pense qu'il faut le rentrer là. Vous avez un café derrière ou pas? Parce que je sais pas, j'ai le sentiment qu'il se laisse. Enfin, il y a un truc qui va plus là. Hein, on est à la radio. Je préfère traduire à nos amis qui nous écoutent, mais là il y a un gros passage à vide. Il transpire plutôt Dieu. Tu regardes ça, toi? Regardez ça. T'as du temps à perdre. Hein. Mais non, c'est très érotisant de regarder là. Bien sûr. Emmenez-le. Sécurité. Il arrive que des poules se saoulent, hein? Ah oui, bien sûr. Ça dépend ce qu'on leur donne à boire. Si vous mettez de l'eau, forcément, il n'arrive rien. Mais si vous mettez un peu de vin blanc, ou elle picole, bien sûr. La poule ivre. Et le coq, c'est pire. Un coq ivre de homard, de pommard. Mais rentrez-le, c'est plus possible là. Il sait plus ce qu'il dit. Il est ivre parce qu'on amène une petite bouteille d'eau qui est en fait de la vodka pure. Il se torche. C'est terrifiant. Ça fait des années, on le sait. Hein. Chez Drucker, il arrive en titubant. Hein. C'est un coq aisé, hein. Un coq ivre de pommard, qui mange du homard avec des truffes, avec un... Pas encore, truffes blanches actuellement, très belles. Elles sont pas belles. Pas de truffes. Hein? Les truffes ne sont pas belles. Oh, les truffes blanches en ce moment. Très noires. Mais très cher. Il faut vraiment avoir des moyens. 6500 francs, 6500 euros. Nous ne sommes plus en francs depuis déjà. Ça fait combien de temps qu'on est 2000. Lui fait son marché en France. C'est pour ça que les gens n'y comprennent plus rien, tu vois. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Surnommé la fouine à cause de son nez fuyant et de sa propension à se mêler des affaires des autres, Laurent Deutsch, écartelé entre scènes de théâtre et studios de cinéma, parvient à soutenir à la fois le PSG, la monarchie et la conversation. Il adore les rôles en costume, les langues orientales, la philosophie, les dames, la boxe française et les exercices aussi difficiles que ceux qui consistent à doubler un poulet ou à prêter sa voix à un robot. Pour expliquer les réserves que lui inspire notre régime républicain, sans doute faut-il plonger dans sa petite enfance, où,
Rencontrant François Fillon dans leur commune cité sartoise, il lui avait très impoliment vomi sur les chaussures. Asseyez-vous, mon cher Laurent, et sachez que va commencer votre garde à oui. Pensez-vous, Laurent Deutsch, qu'avant de tourner votre film commun, Laetitia Casta avait déjà vu le loup? Oh, je pense, oui. Oui, hein. Oh, puis il en reste encore. Mais enfin, je pensais... Des vieux loups solitaires cachés. Je pensais plutôt à un loup qui a une queue d'homme qu'au contraire, hein. Ah, ce loup-là? Oui. Je pense aussi, hein, je pense aussi. Les Corses sont rapides. Ils sont spécialistes de la saucisse. Pourquoi vous a-t-on... Non, c'est très bon, la saucisse de sanglier, en Corse. Figatel. Figatel. Ah, on est spécialiste. Pourquoi vous a-t-on surnommé la fouine? Parce que j'ai toujours eu le menton fuyant, un nez busqué aquilin, et puis j'étais toujours à mêler des affaires des autres et à pas pouvoir tenir un secret. Ah ben alors on a ça en commun. Je transporte les maladies, quoi, en gros. On a ça en commun, on se mêle des affaires des autres. J'adore ça. Oui, on a la taille d'ailleurs pour mettre... C'est ça, on peut se cacher, on peut toujours apparaître dans un trou de poche de veste. Changez-vous aussi facilement de copine que drôle? Non. Non. La dernière en date, nous n'en avons pas parlé la dernière fois, elle est une acquisition relativement récente, hein? Ouf, la dernière en date, elle est... oui, ça fait quelques... Mais en fait, je la connaissais depuis très très longtemps. C'est drôle, c'est mûrement réfléchi. Elle a été votre femme avant d'être pendant 5 ans, fiancée, sur hein? la scène de théâtre, exactement. Elle était votre femme sur scène? Oui. Exactement, dans Amadeus, elle faisait, donc quand je faisais Mozart, elle faisait Constance. Quand je jouais un dandy dans la pièce d'Oscar Wilde avec Madame Merrill, qui est un petit peu le témoin du mariage, elle était aussi ma fiancée. Et donc ça a fini par vous rapprocher? Ça m'a réveillé de mon sommeil dogmatique, oui. Oui. Ça frise aussi le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, hein? C'est un peu une promotion canapé, oui, parce que depuis elle cartonne en plus. Oui. Je l'ai présentée aux bonnes personnes. Est-ce qu'elle est bien placée pour devenir la mère de vos enfants? Je sais pas, le temps nous le dira, mais c'est vrai que moi l'horloge biologique tourne et puis tous mes amis autour de moi commencent à être enfouraillés, donc moi aussi je commence à avoir envie d'avoir la succession. Il y en a même beaucoup qui sont déjà divorcés à votre âge. Ah oui, ça commence, ça tourne, il y a un turnover. Vous avez du retard, hein? Ouais, enfin en même temps du coup je me retrouve en avance par rapport à d'autres. Oui. En plus ils ont perdu le mode d'emploi. Hein. Votre pouvoir de séduction... Non, les divorcés sont de très mauvais dragueurs, hein, c'est impressionnant. C'est vrai? Il n'y a rien de plus efficace qu'un homme pris et occupé. Ah oui. Alors que quand ils se retrouvent tout seuls, ils se rendent compte à quel point le vide est difficile à combler. Alors que quand on a déjà quelqu'un, on n'y fait pas attention. Tout à fait vrai. Ah, c'est vrai ça. Mais alors, une de mais je dis pas des conneries. Hein. Non, il en fait aussi. Une de perdue, 10 de retrouvée, c'est pas vrai? Non, je crois pas. Je crois que c'est quand on a une de trouvée qu'il y en a 10 ratées à côté. Est-ce que votre pouvoir de séduction est accru par votre pratique des langues os? Je pense, parce que ça me muscle au niveau de l'appendice buccal. Oui. Non, puis c'est toujours prometteur de dire je sors des langues os. Non, puis comme en plus j'ai des ascendances langues orientales hongroises, ça me donne un certain CV, parce que quand on voit un petit peu mon acolyte... Vous arrivez à parler hongrois en faisant de la boxe française? Non, c'est compliqué. Oui. C'est un peu compliqué, ouais. Problème de savate. Quelles sont les courbes féminines qui vous procurent le plus d'émotion? Toutes les courbes. Ça va des Vosges au Massif Central, aux Alpes, au Jura, moi j'aime tout, moi j'aime tous les reliefs. Oui. Le plat pays, ça peut être sympa aussi pour faire une pause. Entre deux courbes, hein? Oui, et puis l'avantage que un plat c'est toujours entre une descente ou une montée, donc il y a une surprise à l'arrivée. L'homme est-il un loup pour la femme? On va reprendre la phrase de Hobbes. Je pense, on reste quand même malgré tout des prédateurs, et c'est chimique. On a des substances. J'en ai parlé hier dans une émission avec cette fameuse substance chimique qui est l'ocytocine. On en sécrète moins que la femme. Donc la substance de l'ocytocine qui est la substance de la fidélité, si j'ai bien retenu la leçon. Nous on en a moins, donc forcément on est tourné vers ailleurs. Tout ça c'est chimique, hein, finalement. Tout ça c'est chimique. Ouais, on croit que il y a des sentiments, de l'intelligence, pas du tout. C'est chimique. J'espère qu'il y a quelque chose d'autre qui nous sauve du règne animal, mais on a beaucoup de biologie en nous. Ouais. À l'époque où vous étudiez l'art dramatique à Sablé-sur-Sarthe, avez-vous rencontré François Fillon? Oui. Alors? Quand j'étais petit, je m'en excuse auprès de lui, d'ailleurs je lui avais vomi dessus. Le mec il m'a acheté une tartelette et je voulais pas de tartelette, et donc je lui ai rendu de la manière la plus simple possible, sans les mains. Mais pourquoi il vous offrait une... Je sais pas, il était en train déjà d'acheter mon vote, mais il se préparait... Parce que Bayrou avait donné une tarte à un gamin, hein, mais moi pas c'était une tartelette. Moi c'était une tartelette. Ouais, c'était plus et il était en campagne électorale déjà? C'était pour l'investiture à la mairie de Sablé, ouais. Ah oui, vous voyez, il faut faire des sacrifices. Hein. Et Sarkozy aussi, il l'a connu quand il était petit, et il est toujours petit. Il était déjà
un personnage. Hein. Ah oui, il était déjà influent et il succédait à quelqu'un qui lui a mis le plié à l'étrier, qui a été grand pour notre région, qui était monsieur Joël Le Teul. Ah oui, ancien journaliste. Qui est mort d'un infarctus, Oui, d'ailleurs, oui, d'excès oui. de travail. Il a été formidable. Oui. C'était son directeur de cabinet. François Fillon était le directeur de cabinet de Joël Le Teul. Et si aujourd'hui Sablé est une ville qui est en plein essor, avec notamment encore une ville avec une grosse entreprise qui est belle, qui vient d'investir énormément, massivement sur Sablé, c'est grâce à son héritage, l'héritage de monsieur Le Teul et la continuité, la poursuite que fait. Est-ce que c'est pas curieux de faire une tartelette à Sablé? Celle-là, je l'attendais. Ah oui, J'ai pas osé la faire. Je me dis, elle va bien sortir toute seule, et ben la voilà. Hein. D'ailleurs, c'est une usine de lunettes, le petit Sablé aux lentilles. Oui, bien sûr. L'interrogatoire est suspendu, mais pas terminé. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. C'était le jour de la Saint-Valentin, je me souviens très très bien. Philippe Bouvard avait invité le comédien Laurent Deutsch à propos du film La jeune fille et les loups. Et nous aussi, nous avions ce jour-là une jeune fille et des loups. Alors dans le rôle de la jeune fille, Amanda Lear, dans le rôle des loups, Jean Thiloux, Éric Logérias, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Jean-Pierre Coff et Philippe Bouvard. Alors voilà donc notre ami Laurent Deutsch qui est à plusieurs affiches. Hein. Une affiche de théâtre lorsque la tournée de la pièce d'Oscar Wilde avec Macha Je suis Merrill. avec le professeur Merrill. Oui, avec le professeur Merrill, vous fait quitter Paris. Au cinéma. La jeune fille et les loups. Oui, et puis il y a aussi un film, mais là on vous entend seulement. Ouais, film d'animation, je prête ma voix à un petit renard, donc pour rester dans le domaine des rongeurs. Je fais, ça s'appelle Max & Co et je fais un petit renard qui cherche son père et qui va le retrouver. Et son père, c'est un chanteur qui sera incarné par Sanseverino. Comment ça parle un petit renard? Il parle pas différent de moi en fait, parce qu'on a à peu près les mêmes proportions que le renard au niveau des attributs. Et finalement, j'ai pas à me forcer pour avoir une voix un peu oscillante, un peu comme ça androgyne. Ça me... Oui, en plus, vous aviez pas la voix lente hein, au départ. On comprenait absolument pas ce que vous disiez tellement vous parliez vite. On comprend toujours pas. Hein, on comprend. Mais pour les filles, c'est très pratique parce qu'à la fin, elle me dit vas-y embrasse-moi, tu me saoules trop. Là, tu parles trop, vas-y embrasse-moi directement parce que là, j'en peux plus là. Ah oui. Non, vous aviez un débit accéléré, hein. Oui. Bah, c'est le fait d'avoir grandi dans une famille où le temps de parole était assez limité, il fallait que je me dépêche. Entre ma sœur et mon frangin, il fallait que je me dépêche de tout placer. Ah oui. Vous étiez le deuxième? Oui. Ah oui, alors ça, hein, dans une famille, il a beaucoup de mal à s'imposer. Je me suis fait piquer hein. mon 4 heures, d'où mon physique, quoi. Soit ma sœur, soit mon frangin. Ben oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile, doubler un poulet ou prêter sa voix à un robot? Vous avez fait les deux? Oui, hein? ouais, j'ai fait tout ce qui est petit. J'ai fait même un rat aussi et ça va, ça se ressemble. Le poulet est un peu plus tonique. Il pépille, enfin, il est pétillant, et c'est un côté un peu plus physique et faut un peu plus insister sur le diaphragme musculaire. Mais le robot a une voix inhumaine, lui, hein? Ouais, on l'a fait un peu plus métallique, mais lui, il était complètement barge, quoi. C'était un robot qui avait perdu une partie de son intelligence artificielle, qui parlait en soliloque pour ne rien dire. Pour moi, c'est parfait. Alors voici donc un film qui, paraît-il, est très beau. Moi, je l'ai pas vu, mais il paraît que les loups sont formidables. Hein. C'était des vrais loups? Il y a Laetitia Casta, d'ailleurs. Et c'était des loups américains. Pourquoi américains? Parce qu'ils sont plus grands, ils sont un peu plus élancés, ils ont plus la silhouette du loup qui peut un peu effrayer, comme ça, très profilé, avec un museau un peu qui n'en finit plus. Et pour l'intérêt. Et comment se comporte un loup qui est quand même un animal sauvage pendant un tournage de cinéma? Il faut venir en combinaison de plongée parce que d'abord il pisse partout. Donc c'est pour marquer son territoire, et ensuite il faut pas du tout l'effrayer parce que il peut avoir des réactions un petit peu surprenantes, et on se rend compte que, et c'est pourquoi on a une peur ancestrale du loup, quoi. C'est vraiment la peur du loup, cette expression qu'on a partout. Quand on est petit, on a toujours l'impression qu'il y a un loup sous notre lit ou dans le placard. Doucement, parlez doucement. Pardon, c'est pas usurpé, c'est vraiment un animal qui suscite en nous une fascination, une crainte. Est-ce que cette fascination est partagée, ou est-ce que le loup regarde l'homme et la femme aussi? Le loup a peur de l'homme et l'homme a peur du loup. C'est deux, ils sont au bout de la chaîne, quoi. C'est deux prédateurs qui n'ont pas de. Nous, on est le prédateur du loup parce qu'on a essayé de l'éliminer, de l'éradiquer. Mais à part l'homme, le loup n'a pas de prédateur, donc forcément, il le craint. Il a mangé personne sur le tournage, donc. Non, je crois pas. Enfin, je passe des coups de fil à certains membres de l'équipe, donc soit ils m'aiment pas, soit c'est si peut-être. Alors après tout, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus après le tournage? Ils sont repartis au Texas là, chez leur patron, et je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Je vais les appeler là. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard. De 16h à 18h sur RTL.
Une première citation que nous a envoyé Monsieur Driancourt de Surgères, qui a dit « La paresse, c'est se lever à 6 heures du matin pour avoir plus longtemps à ne rien faire. » Ah, c'est joli. C'est un Corse? Non. Tristan Bernard. Tristan Bernard. Bonne réponse de Perroni. Voilà. Là, c'est plus de la culture, c'est de la télépathie. Hein. Ouais. Et puis la deuxième citation que nous devons à Monsieur Lanfray de Lyon, qui a dit « Pourquoi contredire une femme, puisqu'il suffit d'attendre qu'elle change d'avis ?» Ça, c'est Guitry. C'est Guitry. Ah, oui. Bonne réponse de Maillot. Comme quoi, finalement, il n'y a pas qu'Oscar Wilde qui avait de l'esprit. Hein. On a aussi, nous, quelques bons auteurs. Ah bah, Wilde était le plus grand fan de la culture française. Il a même écrit des pièces en français. Et il a longtemps écumé les fauteuils des théâtres pour voir jouer les pièces de Feydeau, notamment. Et il aimait tellement la France qu'il est mort à Paris. Il est venu mourir en exil à Paris. Oui. Peut-être parce qu'il était plus tranquille ici que, je crois que dans son pays. Après, il y avait des grosses casseroles là en Angleterre. Oui, après la prison et la réputation qu'il avait là-bas, il est venu chercher refuge en France chez ses amis français qui l'ont soutenu. Et il est mort sous un nom français d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle, je crois Monsieur Dupont. Oui, il est mort sous un nom. Marcelin Colbert. Et quand il est mort, Oscar Wilde, il a dit ou bien il a regardé les rideaux de sa chambre, et il a dit ou bien les rideaux disparaissent, ou bien c'est moi. Et il a dit je meurs au-dessus de mes moyens. Voilà. Parce qu'il faut dire, au moment où il allait rendre le dernier soupir, l'hôtelier qui était inquiet était entré dans la chambre avec sa petite note. Ah oui, oui. Et il a regardé la note et il n'a jamais payé. Comment se glisser en quelques heures dans la peau d'un personnage qui exige un métier complexe qu'on apprend en plusieurs années? Pour rester dans Wilde et dans mon débit, justement, il faut apprendre à ralentir. Moi, je m'inspire beaucoup de tout ce qui est contemporain de l'époque dans laquelle l'histoire se situe. Je suis fasciné par l'histoire. Oui, mais quand il s'agit d'un métier... là, de toute façon... Il faut prendre les gestes, il faut prendre des tics. C'est quoi comme métier? Là, pour le coup, dans La Jeune Fille et les Loups, je suis aviateur. Mais au cinéma, l'art du cinéma, c'est de faire semblant. Donc l'avion n'a jamais volé avec moi dedans. Donc il suffisait juste que je singe le mécanicien, c'est l'observation. C'est l'observation. Vous avez eu un rapport direct avec le loup ou... Non, moi non. Moi j'étais trop effrayé. Moi j'ai laissé Laetitia qui Laetitia était vraiment près du loup. Ouais. Et comme ils pouvaient avoir des réactions quand même imprévisibles d'animal sauvage. Elle a été vraiment vraiment courageuse et étonnante parce que elle n'hésitait pas, et en plus on sait son métier, elle est quand même mannequin et le physique compte beaucoup pour un mannequin. Elle n'a pas hésité à mettre surtout qu'elle est appétissante, hein. Et je pense que le loup se serait fait plaisir. Elle s'appelle Angèle en plus, donc ça rappelle la chèvre de Monsieur Seguin. Il y avait un service de sécurité spécial qui guettait. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a des scènes en close-up, il n'allait pas aller avoir 2 gardes du corps à côté dans le champ. Non, il n'y avait rien. Elle était seule avec l'animal et c'était à ses risques et périls. Mais même pas un flingue anesthésiant? Elle avait que dalle. Ah, c'est marrant. Non, il n'y avait rien, il y avait juste le dresseur qui imposait un petit peu le rythme et qui imposait le silence et le calme autour des scènes quand c'était vraiment... D'ailleurs, on n'avait pas le droit d'assister à ces scènes-là par prudence et par sécurité. Et Laetitia était seule face à l'animal et s'il avait une réaction... C'était pas sa première rencontre, elle l'avait déjà... Oui, elle l'a vu longtemps en amont. Oui. Il faut voir le loup longtemps avant pour s'y habituer. Ça y est, la cochonou qui se réveille là. Non. Non, mais tous ces loups, on leur donnait pas du Valium, un petit peu, des choses avant pour les calmer. Je veux pas dire, je sais pas les recettes de ces dresseurs-là. Peut-être qu'effectivement il y avait une certaine manière d'un petit peu de les calmer, on les fait manger avant. Mais c'était des mâles ou des femelles? C'était des mâles ou des femelles? Parce que ça a son importance. C'était essentiellement, je crois, des mâles. Des mâles, ils sont moins agressifs. Ouais, c'était des mâles. Ah, le mâle est moins agressif. Ah oui. Ah bah oui, parce que si tu mets une femelle qui a ses chaleurs avec 3 mâles derrière, tu verras le bousin. Mais je suis pas sûr qu'on arrive à parfaitement maîtriser les médicaments calmants qu'on leur donne. Parce que moi j'ai eu une fois une expérience sur un tournage, c'était avec un bœuf qui est plutôt un animal gentil, docile, qui est pas vindicatif. Mais il avait besoin, c'était des mômes qui jouaient avec. Et tout à coup, la bête s'est endormie, alors que le vétérinaire, c'est un spécialiste, est venu lui faire une piqûre. Voilà, il est tombé, il était... Sur un gamin. Et j'ai eu ça, je sais pas si vous l'aviez vu, avec Drucker, où j'avais une oie et un canard qui volaient partout. C'était terrible, et j'avais besoin de les avoir dans les bras. Et ils sont endormis, mais il faut dire que la conversation n'était pas passionnante. Non, si, c'était très passionnant. On parlait de leur foie. Vous rigolez, ça les intéressait vachement, ce qu'on allait faire de leur foie. Et tout à coup...
pof, la tête est tombée. Mais vous voyez le coup d'un canard ou du oie, il peut être tombé comme ça, il bougeait dans tous les sens, comme s'ils étaient, qui bondent pas, quoi. Un truc qui fait comme ça, de cheval. Incroyable. Alors vous vous intéressez aux bovins. Notre ami Jean-Yann, lui, avait une préférence très marquée et c'était plutôt du côté de la famille des insectes. Je préfère de beaucoup la fourmi à la mouche. Ah oui. Je ne m'entends pas bien avec les mouches. C'est volage. J'ai passé des nuits entières avec des mouches et j'ai toujours été déçu. La fourmi. D'abord la fourmi. Qu'est-ce qu'elle a de bien, la fourmi? La fourmi, elle pique, elle sécrète de l'acide formique. Ah ben comment? L'acide formique, c'est un acide que les fourmis font, et puis ça shoot un peu. Et les douaniers qui sont très cons, alors vous passez avec 2 kilos de fourmis. La mouche est un animal avec qui il est difficile d'avoir un bon contact. Ben, vous pouvez pas faire avec une mouche ce que vous faites avec un canard, parce que la tête d'une mouche dans une commode, c'est pas facile. Hein. Et pourtant, on dit toujours qu'on les mouches. Oui, mais bon, on le dit, mais non, mais vous pouvez lui enlever les ailes et puis vous la faites courir sur Popol et c'est très agréable. Rigolo, ça. C'est très agréable. C'est quand même un grand malade. Le film que Laurent vient de doubler, ça parle de mouches, non, justement Oui, Max & Co, ouais. C'est une bonne transition. Oui. C'est le dessin animé, le sujet du film, c'est une invasion de mouches. Et c'est évidemment, les mouches sont créées par celui qui en a le remède, comme tout le temps. Celui qui crée le poison, c'est souvent celui qui en a le remède et la solution pour pouvoir faire fortune. Et là, c'est le cas. Voilà, c'est une industrie de tapettes à mouches. Comme il n'y a plus de mouches, il n'y a plus de tapettes qui se vendent. Donc, il va inventer des mouches, créer des mouches. Mais les mouches vont très vite dépasser en qualité. Même, elles vont devenir quasiment des robots qui vont être indestructibles, insensibles aux tapettes. Et ça va créer un vrai problème d'ordre planétaire. Et heureusement, mon personnage, Max, le héros, va arriver et va sauver tout ça. Hein, ça, et j'en ai enculé aucune. C'est bien. Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été. 7 jours sur 7. C'est sur RTL. Au printemps dernier, Laurent Deutsch jouait aux côtés de Laetitia Casta dans le film La jeune fille et les loups. Et le 14 février dernier, Laurent Deutsch était justement l'invité de Philippe Bouvard à cette occasion. Laurent Deutsch, que vous apportent les rôles historiques en plus de la perruque et du costume? C'est le voyage, je me prends pour Jules Verne, voilà, j'ai vraiment la sensation de me retrouver dans une époque et c'est fascinant et moi c'est tout ce que j'aime, donc je suis friand et j'en redemande. Donc le 21e siècle, c'est pas tellement passionnant, hein? Non, parce que je suis contemporain de ce siècle-là et ce qui m'entoure est beaucoup trop anonyme, presque anodin, banal, et je préfère ce qui n'est plus, quoi. Je préfère une vieille de chevaux à quelle époque vous auriez aimé vivre? Oh, toutes les périodes, moi, toutes les périodes me plaisent. J'éviterai la peste de 1348, mais sinon, à part ça, tout m'intéresse. Moi, c'est le Moyen-Âge parce qu'il n'y avait pas de vitres. On devait avoir froid dans les fermes. Oui, mais il faisait pas froid. La cheminée apparaît qu'au XIIe siècle dans les châteaux. Il faisait pas froid. Ah oui, mais dans les fermes. Bah, il faisait pas froid non plus, ils étaient près du fumier et tout ça, ça chauffait. Non, ils étaient dans le lisier, dans le foin. Surtout le haut Moyen-Âge, qu'on appelle vraiment la période entre le carolingienne et les premiers capétiens, il faisait très bon. Il y a eu une période, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu les croisades, c'est qu'il y avait tellement un excédent de démographie qu'on a été les faire combattre ailleurs, les cadets et les puinés. Et il faisait bon, la période était bonne en Europe. Ah oui, c'est pour ça que l'eau s'était retirée de. Comment? De Chaudzeg, d'Aigues-Mortes. D'Aigues-Mortes. Voilà. Oui, c'est à cette période. C'est très bon, ça a été un climat super tempéré. Donc pas besoin de fenêtres et de vitres. Question de Madame Fournet, comment s'appelle le fonctionnaire assermenté qui est responsable des battues pour supprimer les animaux nuisibles? Le garde champêtre? Le veneur? Non, le garde-chasse? Non. Le ratologue? Non, il porte un très ancien titre, ça remonte vraiment. Oui, je connais. C'est du genre le sénéchal, un machin comme ça. Non, qui indique bien la spécificité de sa mission. Pour les nuisibles? C'est pour les animaux nuisibles. Non, pour le gibier. Donc. Il y a à la fois un grade et puis officier de louveterie. Le lieutenant de louveterie. Le lieutenant de louveterie. Voilà. Bonne réponse d'Éric Logérias. Ça fait partie de votre culture. Je vais essayer de trouver un rôle. Oui. On n'en a plus. On n'en a plus une lieutenant de louveterie, je crois. Si. Mais il n'y a plus de loup.
Si, il y en a. Ah non, mais c'est pas parce qu'un fonctionnaire n'a plus rien à faire qu'on le supprime. C'est vrai, je pense que c'est bête en même temps. Oui, en France, on préfère supprimer les loups que les fonctionnaires. Ça, c'est. Non, si, aux chasses présidentielles, il y a un lieutenant Louvétry. Mais il n'y a plus de chasse présidentielle. Non. Bah Oui, et qu'est-ce qu'il a fait, Kadhafi? Il n'a pas été chassé quand il est venu, Kadhafi? Oui, mais c'était vraiment exceptionnel. Il a chassé, Oui. Il avait emporté sa tante et tout, très ça, gentil. Il était Et en le faisant venir lui manger dans la main, elle a tiré un coup de fusil. Voilà. On ne l'avait même pas vraiment vu. Il a dit, pourquoi il n'y a plus de chasse présidentielle alors qu'il y a Parce un que excédent de gibier considérable? Non, c'est parce que les écolos ont fait pression sur les différents présidents. Oui, mais il faut bien puis les responsables des chasses. Le dernier grand chasseur, c'était Giscard. C'était Giscard, et puis les responsables de chasse finissaient mal. Oui, Monsieur de Grossouvre a mal fini, oui. C'est vrai, hein. Le fusil s'est retourné contre Il lui. fallait pas aller chasser avec Michel Droit non plus. Hein. Ah bah non. Rappelez-vous. Oh là là. Non, non, ça c'est... Mais Giscard, il allait chasser l'ours en Roumanie, chez Ceausescu. Très sympathique, Ceausescu. On ouvrait les cages de... Ils allaient les prendre aux os, hein. Il y avait un ours brun, pan. Tu parles, la pauvre bête, elle était là, et il y avait presque Pimprenel et Nicolas à côté de lui. C'est lamentable. Sortez 12 autres de Bucarest. Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été sur RTL. Est-ce que le régime présidentiel actuel satisfait le monarchiste que vous êtes? Parce que c'est devenu une monarchie républicaine. Hein. Moi, justement, je suis pas monarchiste, mais je parlerai pas de ça. Je vais pas commencer à participer à ce déballage parce que je pense que c'est un débat où tout le monde est perdant dans cette histoire. On est perdant parce que on discrédite la fonction présidentielle, et justement parce que pour moi la fonction présidentielle a quelque chose de sacré. Moi, le président, c'est pas mon copain. Le président, c'est pas mon frangin. La France, depuis Clovis, elle fonctionne avec un pater familias, que ce soit un roi ou un président, super légitime et qui sort de la libération comme De Gaulle, et dans lesquels les autres ont été très contents d'emboîter leurs petits pas pour se transformer en président légitime à la De Gaulle. Ça a été le cas même pour ceux de gauche comme Mitterrand. Je trouve que par respect pour cette fonction-là, moi j'en parlerai pas parce que justement c'est mon père et j'ai jamais rien dit sur mon père. Ah, des dedans, c'est bien ça, hein. C'est bien. Et j'invite, si vous dirigez... franchement, j'invite les médias. Enfin, je vais pas commencer à raconter. Non, mais si vous travaillez médias, dans la presse, il y aurait beaucoup de pages blanches. Hein. On participe de cette banqueroute des institutions à nos yeux, quoi. Arrêtons de parler de lui. Non, mais c'est pas là-dessus que je voulais que vous vous exprimiez, mais sur le fait que, comme on dit que notre président, et c'est pas d'aujourd'hui, se comporte de plus en plus comme un roi, ça doit donner satisfaction aux nostalgiques de l'ancien régime que vous êtes. Non, parce que c'est pas un roi, c'est un homme d'affaires. C'est pas pareil. Ah bon? C'est pas, pour moi, il a pas du tout la... Non, lui, il veut la couronne, le sceptre et tout, pas les Ray-Ban et la Rolex. C'est pas ce que je veux du tout. Ce que je veux, c'est arrêter de mêler les affaires à la politique et à cette fonction-là qui est sacrée, parce que c'est notre représentant. Il a été élu par les Français. Il a été élu. Il est celui qui va nous représenter dans le monde. Et pour cela, je veux arrêter qu'on en parle comme si c'était notre pote de bistrot qui se mêle de tout, qui fait sauter tous les intermédiaires. Oui, mais attendez, il vient chez nous tous les jours avec la télévision, hein. Mais parce que la télévision aussi veut bien le recevoir et s'en sert pour mieux vendre et pour faire de l'audimat. Je trouve que tout le monde a tort dans cette histoire. C'est la télévision qui s'en sert ou lui qui se sert de la télé? Eh ben, je pense que c'est un peu les deux. Oui. Je pense que c'est un peu les deux parce que là, j'en parlais hier avec Christophe Barbier qui sort la une de l'Express encore sur sa vie privée. Quand on veut proposer un sujet sur une politique de fond, sur un peu le programme et tout ça, ça se vend moins. Donc forcément, il se retourne aussi parce que tout le monde est demandeur de ça. Donc voilà, tout le monde participe de ça et essayons un petit peu d'avoir de la réserve et je pense que les choses reprendront leur juste cours. Le premier qui a un peu dévoyé la fonction, ça a quand même bien été Giscard, entre ses parties d'accordéon, d'aller bouffer chez les gens une fois par mois. Pareil, quand même. Les petits déjeuners avec les éboueurs. Et les nouvel an. Je crois qu'Anémone a quelque chose à vous dire. Oui, vous vous souvenez quand même. Et Anémone, tremblante comme une feuille. Bonne année. Ah oui, c'était ridicule. Et le départ. Au revoir. Et le fauteuil vide. Oui. Oh. Il y avait des trouvailles à l'époque. Et il a chanté dans je ne sais plus quel petit village de Savoie où il était allé en visite officielle. Et Étoile des Neiges. Étoile des Neiges. Étoile des Neiges. Mon cœur amoureux était pris au piège. Moi, je trouve ça grotesque. Grotesque. Les Français n'ont. Enfin, moi, en tant que Français, j'ai pas envie de ça, quoi.
J'ai pas envie de ça pour celui qui me représente dans le monde et j'ai envie qu'il... Donc vous regrettez qu'il ait plus le frac comme avant? Non, pas du tout, pas du tout. Je veux juste un président, puisqu'on est en République, et un petit peu plus de considération pour ceux qui l'ont choisi et ceux qu'ils doivent véhiculer et représenter à travers le monde. La femme du président, alors, comment il vous la faut? Mais moi, il me la faut pas. Je veux pas en entendre parler. Je veux qu'elle ait la discrétion de sa fonction et que... C'est vrai que la Constitution ne la prévoit pas. Hein. Non, moi, je reproche aux journalistes de toujours parler de la première dame de France, ce qui n'existe pas. Ça n'existe pas, non. Il y avait les dames de France, mais c'était un magasin. Oui. Vous imaginez De Gaulle faisant un karaoké à l'Élysée comme Sarkozy, ce serait formidable. À qui vole? J'ai un poupoule, j'ai un poupoule. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard. De 16h à 18h sur RTL. Après une pause de quelques semaines, on reprend les enregistrements des grosses têtes la semaine prochaine. Philippe Bouvard vous attend nombreux lundi, mardi et mercredi à 10h à chaque fois dans le grand studio RTL. Question de Monsieur Grolet. Quel animal peut-il changer de sexe plusieurs fois dans sa vie? L'escargot. Non. Non, c'est un coquillage. Non. La salamandre. Ah, ça se trouve parfois dans une coquille. Le Bernard l'ermite. La coquille Saint-Jacques? Non. L'huître? Non. L'huître, hermaphrodite? Non. La moule? Attendez, c'est un animal qui peut changer de sexe quelquefois, plusieurs fois dans la même journée. L'hippocampe. Le pou. C'est pas le brésilien? L'étoile de mer? Non. Et un animal aquatique? Parfois, il y a de l'eau. C'est une connerie. Oui, c'est le pou. C'est le morpion. Le morpion. C'est le pou. Et je vous disais qu'on pouvait le trouver dans une coquille parce que les boxeurs n'en sont pas exempts. Exactement. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Non, et de moi-même. C'est vrai qu'il est privilégié, le morpion. Il va du pays. Il faudrait que je retrouve, il y a très beau, très joli Il paraît qu'on a de plus en plus de mal à s'en débarrasser. Mais il est très attaché à l'homme. Non, pour t'en débarrasser des tiens. Non, moi j'en ai pas, mais enfin, les enfants à l'école, c'est terrible. Parce que... Ah, mais non, ils ont des poux, ils n'ont pas des morpions. Mais quelle est la différence? Ça n'a rien à voir. Est-ce que ta chatte qui s'est fait écraser avait des morts? Sûrement pas, elle était très propre. Tu vois, si tu veux t'en débarrasser, il faut que tu mettes de longs gants gris. Oui. Ce qui est assez joli pour le soir. Mais de toute façon, maintenant que tout le monde se rase totalement, c'est fini ce problème. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de poils, donc ça devient de plus en plus dur pour un morpion de changer de régime. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils sont accrocheurs. Vous savez ce que c'est un morpion sur une pilée? Un SDF. C'est un peu comme la forêt, il y a de moins en moins de forêts, donc c'est aussi difficile pour tous les animaux. On peut faire un parallèle aussi avec ça. Est-ce que vous acceptez toutes les offres de contrats publicitaires? Non. Non? Alors, quelle est la sélection? Vous l'opérez au nom de certains principes ou de ce qu'on vous propose financièrement? C'est surtout le metteur en scène. C'est évidemment intéressant pour ce qui est de l'alimentaire, sinon on ferait pas de publicité. Mais quand c'est un truc intéressant avec un metteur en scène qu'on connaît ou avec qui a un projet amusant et motivant, voilà, faut qu'il y ait le Crédit Lyonnais, c'était bien. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait plein de monde. Oui. Donc on se dilue dans une masse où on a l'impression d'avoir vu tout le monde, donc on est un peu moins représentatif de la marque. On n'est pas seul, on n'est pas. On est moins compromis, oui. On est forcément moins compromis. Et en plus, le metteur en scène, c'est Jean-Michel Ribes, qui est un mec qui fourmille d'idées et qui est passionnant. Et puis on se dit que c'est un bon accessite pour le retravailler avec lui plus tard et le fréquenter. Bon, puis une grande banque, c'est pas mal. La restauration rapide, en revanche, c'est moins gratifiant. J'ai pas fait ça, moi. Si. Non, attends, si. Bah oui. Oui, là ça m'a choqué, je vous le cache pas. Hein. Elle est passée 2 semaines. Ouais, mais c'est quand même, c'est dégueulasse de faire ça. Ça incite les jeunes qui vous admirent beaucoup, Laurent, et moi-même je vous admire beaucoup. Ça incite les jeunes qui vous admirent à aller manger de la merde. Et c'est pas bien du tout, Laurent. Et pourtant je vous aime beaucoup, vous voyez. Bon, faut quand même dire à ceux qui nous écoutent que Jean-Pierre Coff est resté entièrement muet depuis quelques minutes. Hein. Oui, c'était... Mais vous ratifiez ce que vient de dire avec votre voix Éric Logérias? Il s'en fout, mais alors un point. Un peu, oui, vraiment. La publicité, c'est un rapport bizarre. Vous en avez fait, vous. Non, mais moi, j'en ai fait, mais moi, il se trouve que je choisis des produits que j'essaie et que je ferai pas de publicité. Oh, Giovanni, comme ils sont bons, ces gnocchis! Je ferai pas de publicité. Vous êtes quand même le seul à avoir fait un grand succès avec un four, hein?
Mais c'était mis en scène par Lecomte. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai travaillé avec lui, parce que c'était Patrice Lecomte qui l'avait fait. Je crois que c'est votre meilleur rôle. C'est un des très beaux rôles que j'ai eu. Je vous remercie infiniment. C'est mieux que le yaourt, parce que dans le yaourt, ça nuisait un peu à l'élocution. Oui, mais si vous saviez comme le yaourt, ça a été utile pour démontrer ce que c'était qu'un yaourt naturel sans épaississant, sans colorant. Ouais, il envoyait bien. C'est un choix. Est-ce que dans ces cas-là, on vous donne plusieurs exemplaires du produit que vous avez inventé? Moi, je ne vais que visiter les usines. Si la fabrication ne me convient pas, je ne le fais pas, parce que je mets en risque et en péril. Laurent ne met en jeu dans sa pub que son talent. Il est bon ou il est mauvais. Il n'a pas de crédibilité à défendre. Moi, quand je défends les patronades, parce que je suis allé chez eux, j'ai visité, j'ai dégusté, goûté, que je considère qu'en matière de pâtes fraîches, il y a pas mieux sur le marché, au même titre que les yaourts nobles étaient des yaourts de toute J'étais très déçu parce que vous êtes venu un jour déjeuner chez moi, vous n'avez jamais fait de publicité pour ma table. Hein. Ouais. Donc je me dis, il a pas dû aimer, quoi. Mais si, j'ai beaucoup aimé, mais je crois les bonnes recettes ne se dévoilent jamais, c'était peut-être pour ça. À votre avis, qui c'est aujourd'hui de connu qui pourrait faire une publicité pour la Société Générale? Les grosses têtes de l'été, avec Philippe Bouvard sur RTL. Amanda, qu'est-ce que vous faites, vous, comme pub? J'en ai fait en Italie. Curieusement, j'ai fait une publicité. Alors, on les a pas vus ici. Non, j'ai fait une publicité pour du vin, et moi qui ne bois jamais une goutte d'alcool, justement, t'es pas très... Est-ce qu'on peut faire de la pub pour l'alcool en Italie? Oui, j'ai fait une publicité pour un vin blanc, ou un petit vin blanc. Ah, ils sont droits. Et puis j'ai fait une publicité pour les voitures, les automobiles Fiat. Une fois que vous avez bien bu de vin blanc, prenez votre Fiat. Non, en France, il m'avait proposé une publicité marrante. C'était pour le chocolat, et comme je dis toujours que j'adore les mecs qui ont des tablettes de chocolat... Mais dites donc, est-ce que Dali n'avait pas fait une publicité pour le chocolat? J'adore le chocolat Love. C'était très bien payé. Je suis fou du chocolat Love. Moi, je lui ai beaucoup reproché ça, mais lui me disait, mais pas du tout. D'abord, c'est très bien payé. Et puis ensuite, les gosses dans la rue me reconnaissent, alors qu'ils ne connaissent pas du tout la peinture de Dali, mais c'est le monsieur du chocolat. Et il a fait Perrier. Il a fait Perrier. Il disait Perrier, c'est des problèmes de jalousie, souvent, qui non, mais ça a l'air d'être un vieux artiste qui a besoin d'argent. Tu vois, on se dit, il a besoin de pognon, il est obligé de faire des publicités. Alors, c'est pas déshonorant de faire de la pub pour payer ses impôts, la belle affaire. On dirait. Pour regardez, acheter ce qu'on veut. Depardieu dans les pâtes alimentaires était sublime. Mais Depardieu a dit une chose très très juste. Il a dit mieux vaut faire une jolie pub qu'un film de merde pour payer ses impôts. Oui. Il fait les deux, lui. Comment faire de la publicité comme vous pour les produits lactés si on n'aime pas ça? Ah ouais, ça c'était compliqué, ouais. Hein? Parce qu'en plus au casting à l'époque c'était une pub donc pour un célèbre yaourt à boire réalisé par c'était Bertrand Blier. Et évidemment, moi j'ai envie de travailler avec lui puisque c'est quand même un metteur en scène génial. Et on m'a dit mais par contre il faudra que tu bois du yaourt pour ne pas le citer. Et je dis ouais, pas de problème, de toute façon j'adore, c'est super, j'adore, je kiffe. Et j'ai été pris, j'ai eu la chance de faire la pub. Et Blier vient me voir, il fait bon bah maintenant faut que tu bois. Et je lui dis mais moi j'aime pas du tout, on peut pas mettre de l'eau ou un truc comme ça. Et il fait mais non, parce qu'il faut qu'on voit quand on boit du lait, il faut qu'on voit la moustache de lait comme ça. C'était comme Monica Lewinsky, c'était un peu pareil. Et Miss France. Ah oui. Oh, Miss France avec son yaourt sur le rocher. Oh là là. Ah là c'était peut-être quelqu'un justement qui n'aimait pas le yaourt et il l'a recraché, je sais pas. Et alors, mais comment vous avez fait? Eh ben je me suis forcé et puis finalement en fait on m'en a mis déjà on en a mis sur l'embout de la bouteille et moi j'avais de l'eau, j'ingurgitais de l'eau et il y avait du lait autour, c'était magique. Le cinéma on fait semblant. Oui. Non, moi la seule que je peux pas faire c'est les pampers urinaires pour vieilles dames, comme ça. Ah ça c'est bien. Mais la gonzesse qui rigole, qui se met ses couches en disant regardez je peux encore danser. T'as pas fait les dentiers toi? Non, je veux faire ni les dentiers ni les pampers, sinon le reste. Sinon elle est ouverte. Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été sur RTL. C'était le 14 février dernier. Philippe Bouvard avait à ses côtés dans le grand studio RTL, le grand studio des grosses têtes. Amande Dallier, Éric Logérias, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Jean-Pierre Coff et son invité d'honneur était le comédien Laurent Deutsch. Les problèmes d'obésité maintenant concernent tous les pays, et notamment en Espagne. Il y a aujourd'hui, du fait de l'obésité des dames, 3 nouvelles tailles qui sont cloche, cylindre et diabolo.
Et ça vous laisse... Ah oui, c'est vrai, en Espagne, ils ont inventé ça. C'est quoi Diabolo? Ah Diabolo, c'est des formes de bouteilles. C'est la bobine Cloche, qui glisse entre deux baguettes reliées par une ficelle. Non mais cloche, on voit bien ce que ça veut dire. Oui. Cylindre, on voit aussi. Non mais Diabolo, c'est carré. Parfois, on peut s'en sortir de l'obésité. Ça se passe au Mexique. Et il y a un Mexicain, bon, vous me direz, jusqu'à présent, c'est pas original, mais il pesait 570 kilos. Oh la vache. Et il a perdu 230 kilos. Et donc, aujourd'hui, il peut pas encore sortir de chez lui sans une grue. Or, comme sa femme est honnête, il est obligé de rester à la maison. Et donc, il pense que dans 10 ans, il aura son poids de forme, c'est-à-dire 120 kilos. Ah oui. Et il a quel âge, cet homme-là? Eh bien, écoutez, il a 40 ans. Et il est grand, hein, il fait 1m94. Mais 570 kilos, c'est énorme. Mais comment est-ce qu'un pauvre cœur normal d'être humain, une pompe, peut arriver à tenir dans un corps pareil? Il est couché. Non, il est serveur dans un restaurant, il court toute la journée d'une table à l'autre. Même les os peuvent Non, pas mais le c'est porter. vrai, il bouge pas. Quoi. Les os ne peuvent pas le porter. Il est couché. Ah oui. Alors, manger des hamburgers, voilà, regardez, manger des hamburgers, regardez la télé toute la journée, voilà comment on devient. Ah non, il est au Mexique, donc il bouffait que des tortillas. Des tacos. Des tacos. On va aux États-Unis, moi j'étais stupéfait. Là, j'étais en voyage avec deux femmes qui étaient plutôt fortes. Ah, vous partez en ménage à 3 Non, mais c'était en voyage avec des diplomates pour aller voir les diplomates français à Washington. Et on s'est arrêté dans une station-service. Mais vous relevez du Quai d'Orsay maintenant? Oui, enfin, un petit peu. Et j'étais avec deux dames, mais vous voyez, genre Maïté à peu près. J'étais sur le parking, j'ai regardé, je les voyais pas. Il y avait des noirs énormes, et je les ai vus sortir. Et on aurait dit deux petites jeunes filles au milieu des... Parce que les noirs, mais énormes. C'est-à-dire qu'il leur faut 2 sièges dans les autobus. Mais c'est monstrueux. Mais il y a une génération obèse, quoi. Les blacks aux États-Unis. Comme quoi, le poids comme le bonheur est affaire de comparaison. Ah, mais c'est... Alors, il se passe en Grande-Bretagne quelque chose de curieux avec ce qu'on appelle les infrasons ou les sons à haute fréquence. Ah oui, c'est très Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y avait des sonneries de téléphone portable que seuls les jeunes pouvaient percevoir. On avait mis ça au point. Il y avait des sonorités aiguës que les oreilles de seniors n'accrochaient pas. Oui. Alors les seniors, ils se sont vengés. Ils ont subventionné l'invention d'un dispositif qui, dans les parcs publics, par exemple, chasse les jeunes avec des sons très désagréables à entendre que les seniors ne perçoivent pas. Ah, il n'y a que les jeunes qui les entendent. Il n'y a que les jeunes qui les entendent. Ah, c'est pas vrai. On va emmener ça en banlieue. Faut aller faire un petit gala au Canada, si vous voulez bien. Bonjour Gilles Fressos, vous êtes notre auditeur du bout du monde. Oui. Actuellement, vous êtes pas à Montréal exactement. Non, dans la rive sud de Montréal, à une ville qui s'appelle Candiac, là. Oui. C'est une petite ville vraiment magnifique avec des petites maisons. Il y a beaucoup d'arbres. Enfin, c'est super, quoi. Il y a des ours pas loin. Les autres, on n'en a pas vu, mais il paraît qu'il y en a quand même dans les forêts qui sont aux alentours de Candiac. Alors on fait attention. Qu'est-ce qui vous a fait quitter la France pour le Canada? Nous, c'est la qualité de vie qui nous intéressait. Les grands espaces et la qualité de vie. Voilà, à Paris, on supportait plus le monde dans le métro, enfin, le stress et tout ça. Et là, c'est vraiment très très bien, quoi. Mais du coup, il vous a fallu changer de profession. Ah oui, moi j'ai complètement changé de profession parce que je travaillais dans un hôpital comme agent administratif. Et puis j'ai tout plaqué pour suivre une formation de boulanger à CAP. Et puis là, j'ai trouvé du travail tout de suite aux alentours de Montréal, quoi. Ah ouais, c'est pas la même chose, hein, quand même. Ah, ça n'a rien à voir. Là, avant, j'étais dans les dossiers. Maintenant, je pétris, comme ça s'appelle, les grosses miches de pain, bien sûr. Je vous dis pas ça, sinon je vais me faire engueuler par ma femme en rentrant le matin. Et c'est en pétrissant les miches que vous écoutez les grosses têtes? Exactement, voilà. Ça me détend, quoi. Là, je vous écoute soit tous les jours en direct, soit quand je rentre, quand je dors le matin, je vous écoute après par le podcast. Et quand on vous écoute avec ma femme, on se dit c'est pas vrai, ils vont pas oser le faire ou le dire, et s'ils le font. Eh ben si, on a osé. Merci Gilles Fressos. Merci. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. La honte de l'invité d'honneur.
Récemment, oui, je me suis trompé d'étage pour aller chez ma copine, qui habite au 4e, et je me suis pointé au 5e. Il était 1h du matin et je frappe. J'avais une clé, donc j'essaie de rentrer. Je ne rentre pas. Je me suis dit, bon, bah, c'est elle a dû se planter, elle m'a donné des mauvaises clés. Donc j'insiste un peu pour essayer de voir si je peux pas rentrer quand même en forçant un peu ou si elle était là. Et on m'ouvre, et un type en peignoir m'ouvre et me regarde, tout sourire, super calme. Alors que j'avais un casque, j'avais un gros sac, il aurait pu me prendre pour un cambrioleur et me mettre une patate ou m'accueillir à coup de batte de baseball. Il a été super zen, il m'a regardé en souriant et je l'ai regardé, et je lui ai dit mais qu'est-ce que vous foutez là? Et il m'a dit bah je suis chez moi. Je fais mais non, on n'est pas au 5e. Il fait si. Je fais il y a une erreur. Il fait oui c'est vous. Et je fais ah merde, et voilà, j'habite au 4e. Donc il était 1h du matin et je l'ai réveillé, je lui ai cassé sa nuit et en plus il a été tout sourire alors que moi j'étais plutôt agressif. Et voilà, donc je me suis senti vraiment péteux et je le félicite. Je sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas il a été d'un calme olympien et incroyable parce qu'à 1h du matin, je pense qu'on est un peu plus agressif que ça en Et principe. votre petite copine a eu le temps de descendre à l'étage inférieur? Oui. C'est bon, elle était Il y a là. une histoire comme ça, le gars il rentre, il dit au gars ouais, qu'est-ce que vous faites chez moi et tout. Là, il rentre, il dit ma femme, il sort la femme du lit, qu'est-ce que tu fais? Il voit la femme, il fait ah non, si c'est celle-là, je vous la laisse, il redescend. Jean Dutour, bonjour. Bonjour, monsieur Bouvard. Question de Madame Beauvais. Où Victor Hugo acheva-t-il d'écrire Les Misérables? Place des Vosges? Non. À Hauteville House? Non, il était en voyage, pas très loin d'ailleurs. À Bruxelles? Et dans un endroit célèbre, mais pour d'autres motifs. Attends, il le finit en 62. Il le finit en 1862, Les Misérables. Oui. Donc il est où en 62? Où est-ce qu'il était en 62? C'est le Pas-de-Calais, 62. Il n'aurait pas fini Il n'arrêtait pas de bouger, cet animal. à Montreuil-sur-Mer? Non. Non, il n'était pas en France. Comme son héros, non. En 62, il n'était pas en France. Ouais, il est en exil. C'est ça, c'est dans les Hauteville House. Effectivement, il était en exil. À Jersey. À Guernesey, à Hauteville House, à Jersey. C'est tellement évident. Non. Il était ailleurs. À Bruxelles, à Londres. Alors, il n'était pas à Bruxelles, mais on se rapproche. À Liège, à Lille, à Anvers. Il était en Belgique, oui, il était dans des îles. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'édition des Misérables... Il était à Waterloo. Il était à côté de Waterloo. Ouais, bravo. Exactement, à Waterloo. D'où la description, il fait la bataille, il se balade. C'est la dernière ligne du livre, Waterloo. Alors, question de Monsieur Moza. Dans le roman de Georges Sand, La Petite Fadette, quel est le nom de famille des jumeaux? Alors, elle s'appelle Fabienne Fadet. Oui, mais il y a les jumeaux. Les jumeaux, c'est pas Sylvinet et Landry? Non. C'est pas Bogdanov, non? Alors là... Tiens, j'ai vu que les Bogdanov allaient faire le festival de Menton. Vous l'avez pas faite quand ils sont venus, hein? Expliquez-moi là pourquoi c'est rigolo. Ben, vous regarderez une photo des On Bogdanov. vous enverra une photo des Bogdanov. Pourquoi ils ont une barbe? Non, ils ont un menton excessivement protubérant. Ah, protubérant. Ah oui. Bon, alors, le nom, c'est un nom qui longtemps a fait Florès à Pigalle et qui désignait, c'était presque un synonyme de Jules ou de Julot. Macro. Michel. Non. Micheton. Non. Ah non, ça c'est... Ah oui, Maquignon. Aran. Non, alors on se rapproche. Macro. Non, c'est vraiment le seul que... Barbeau. Ah, Barbeau, oui. Les jumeaux s'appelaient Barbeau. Suite et fin des grosses têtes de l'été. Je vais saluer Laurent Deutsch en le remerciant, puisque c'est toujours un plaisir de l'accueillir. Je vais saluer sa performance quand il incarnait Jean-Paul Sartre. Mais vos études de philosophie avaient dû vous servir, là. Oui, un petit peu, ouais. Hein? Un petit peu. J'étais content de me replonger dedans parce que c'était tellement froid que tout d'un coup, incarner le personnage qui a fait un petit peu mes diplômes universitaires, c'était assez confondant. Et qui reste un grand philosophe aujourd'hui. Énorme. Il a inventé le monde moderne aujourd'hui, le monde issu de 68. L'existentialisme. Oui. Et puis avec sa relation avec Simone de Beauvoir, le IIIe siècle, le statut de la femme aujourd'hui est emprunté pour beaucoup de... le statut de la femme, vous l'avez vu sur la couverture de Nouvel Obs, quand on lui a consacré un bel article. Non. Elle était toute nue devant son lavabo. Oui.
C'est New très York. beau, très philosophique, très littéraire. Potelé. Pas mal, hein? Ah oui. Ça fait longtemps que j'ai pas On essayé, est les mais- héritiers, on est vraiment les héritiers aujourd'hui de la conception du monde vue par ce couple-là, légendaire et à la fois terriblement iconoclaste et bouleversant. Ils ont tout envoyé en éclat. Ça a été pour certains à bon escient et d'autres à mauvais escient. Mais bon, en tout cas, on en est aujourd'hui les héritiers et les enfants. Bien, eh ben, on renvoie pas, on rend sa liberté à Laurent Deutsch, puisque bon, il est écartelé aujourd'hui et pour son plus grand et notre plus grand plaisir entre la scène et l'écran. Merci, bravo. Merci beaucoup. À Laurent Deutsch. Alors, je vous fais un petit paquet, chère Amanda. Ah non, mais je veux juste la bougie qui sent bon. Non, faut prendre tout. Le reste, moi, j'ai- Non, faites pas un paquet, c'est pour se la mais mettre tout de suite. Je voudrais pas m'électrocuter. Mais je pense que si tu masses ta chatte, ça peut peut-être la ramener à Tu la crois vie avec la bouche. Non, mais oui, c'est une les bonne trucs idée, qui moi, je vibrent, pense, moi je m'en ouais. méfie beaucoup parce qu'on risque de s'envoyer une Mais pas du décharge. tout. Pas du mais tout. Pas Parce du que tu tout. te Ah, mais une branches bonne- sur le gaz de une bonne ville, mais Tout le monde n'est pas Claude François, ça c'est la pile. avec une pile, tu ne risques rien, voyons. En plus, pas une petite décharge, ça peut pas. Ça peut te faire du bien aussi. C'est le Vous gros avez choc, l'air gros choc. désespéré, vous en avez très envie. Mais on vous a dit de pas vous le mettre dans l'oreille, c'est pas un téléphone, c'est un god. Ça vibre pas beaucoup. Ah, ça vous interpelle, ça. Mais vous êtes sûr qu'il y a une pile dedans? Ben non. Bah faut ouvrir. Ah bah voilà. Non. Vous faites semblant de pas savoir comment on s'en sert, c'est agaçant. Enfin, au point de vue, en tout cas, au point de vue dimension, bon, pas Ah terrible, oui. hein. Non, mais ça, c'est une entrée en matière. Ah ouais, d'accord. Mais dévissez-le. Oh, j'irai pas avec vous au salon du bricolage. Je n'ai pas exceptionnellement De dernière question. Mais si. Ah bah non. c'était sous la boîte à god, c'est bien ce que je disais. Non, c'est sous la bougie Sous fondante. l'œuf. Sous la clochette. Sous le papier toilette imprimé. Oui. Non, bah, faut dire qu'aujourd'hui, il y a du matos. Oh, hein. c'est un merdier son mur là aujourd'hui. Il y a des clochettes à la con, de la poudre à épiler, une bougie qu'on allume pour faire plaisir à ma mère. En revanche, j'ai une ultime histoire. Ah, quand même. Envoyée par Madame Delattre de Riedisheim. Et c'est Eric Logérias qui va la raconter. Sur un banc, deux petits vieux discutent. Puis l'un d'eux dit à l'autre: Eh, Arthur, t'as oublié de fermer ta braguette. Bah, c'est fait exprès. L'autre jour, j'avais oublié de fermer le col de ma chemise et le lendemain, j'avais le cou tout raide. Voilà, c'était notre modeste contribution à la Saint-Valentin. Ah bah voyez donc. Merci, bravo, à demain. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.